tous, vous écoutez The Pulse, le podcast dédié au journalisme culturel et nous nous retrouvons pour un numéro qui sera consacré aux spoilers et à la culture du spoilers. Les spoilers, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces éléments généralement d'intrigue dans un film, dans un livre, dans une série qui sont importants et que l'on peut vous révéler de façon à ce que ça vous gâche la découverte d'une œuvre. C'est un peu donc tout ce qui est un petit peu secret autour des productions et on va discuter avec deux autres personnes de l'importance qu'ils ont aujourd'hui pour la pop culture et l'incidence que ça a sur la pratique du journalisme quand on parle justement de comics et de cinéma, puisque là-dedans les spoilers sont particulièrement présents. Corentin, bien entendu, tu es toujours là. Ouais. Toi, Salut. Tu ne changes pas, tu t'es dit je viens pour The Pulse à chaque fois. Oui. C'est bien. Quand tu m'invites. C'est vrai. Eh bien, tu as bien raison, puisque forcément les spoilers, ça te connaît, puisque tu. Est-ce qu'on pourrait peut-être dire divulgachi à un moment donné? Non, on ne dira le terme jamais. québécois. Alors, on ne dira jamais divulgacher. Oui, mais on ne dira pas divulgacher et on ne prendra pas l'accent québécois non plus pour cette émission. Tu pourras pas t'en empêcher. Tu pourras pas t'en empêcher. Je pourrais. C'est le défi en tout cas. Je mange mon slip si je n'y arrive pas d'ici la fin de ce podcast. C'est noté. Ok. Eh bien, et donc nous avons une autre invitée, Océane. Bonjour. Salut Arnaud, salut Corentin. Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Ouais, c'est c'est ouf. Et Ouais. pourtant, la lumière n'était pas allumée puisqu'il fait jour, donc c'est très 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 particulier. Je suis content que ce podcast existe parce que je vais pouvoir parler un peu avec Océane. Ça fait un petit moment que je l'avais pas vu. Ah, pareil. C'est vrai, et Voilà. tout ça, ce n'est pas du tout une private joke. Hein. Non. Voilà. Pas du tout. Les auditeurs qui s'intéressent à nos vies comprendront la blague, sinon ne faites pas attention, surtout quand Oui, de Corentin, toute façon, quand je parle, faut Voilà. pas faire attention. Voilà. Tu m'étonnes au quotidien. Ouais. Ouais. quand Corentin commencera à t'appeler mon chat sans le faire exprès, voilà, les gens pourront se poser des questions. Mais bref, Océane, c'est la première fois que tu viens dans The Pulse, mais ce n'est pas du tout la première fois que bah tu ouais. viens. Tu viens souvent pour parler justement de séries et de films. Ouais, ça Donc, faisait un bail que j'étais pas venue d'ailleurs depuis Spider-Man Far From Home, j'ai l'impression. Tant que ça. Ouais, Ok. ça faisait bien 6 mois, donc je suis contente d'être de retour. Bah oui, et puis là, pour le coup, c'est un numéro un peu particulier, puisqu'on va pas aborder de films ou de séries en particulier, mais justement, on va aussi parler de la culture du spoilers avec toi, puisque, pour le rappel, donc, tu animes le podcast Lemon Adaptation Club, donc, qui s'occupe de parler d'adaptation, donc, de films, de séries qui viennent de bouquins, de bandes dessinées ou toute autre œuvre. De musicals, enfin vraiment tout. On attend Et le numéro ouais. sur 4 ou... Ouais, bientôt enregistré. Là, on vient de sortir un numéro sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Et en parallèle, j'ai créé des critiques Voilà, ça, pour j'allais les venir. chroniques de Cliffhanger, niveau ciné et série. Et aussi, je fais une émission de radio qui s'appelle Hyperlink sur VL Media, à laquelle tu as également été invité. On avait fait 2 numéros ensemble sur Batman et Watchmen. Effectivement, et c'est pour ça que ça me faisait moins longtemps qu'on avait plus fait de trucs ensemble, mais en fait c'était Ouais, de l'autre c'est ça, côté, c'était c'est toi en qui m'avais octobre. invité. Et quelques années dans la presse web, à l'époque de Clone Web et Exactement. plus antérieurement Étoiles Héroïques. Ouais, Du effectivement. coup, voilà, beaucoup d'approches du spoiler. C'est pour ça qu'Océane est invité aujourd'hui. Ce n'est pas juste du népotisme. Du népotisme. Ouais. Qu'est-ce J'espère bien que c'est pas du J'aime bien le mot népotisme. népotisme. Qu'est-ce que le népotisme, Corentin ? Népotisme. Bientôt, tu vois, bientôt le The Pulse sur le népotisme, les potes qui bah, s'invitent entre eux dans pourquoi les pas. podcasts. Eh ben, Bah oui, pourquoi pas. sur l'entre-soi dans le milieu des comics, il y aurait forcément des choses à dire, mais le truc c'est on sera un peu coupable aussi là-dedans, donc voilà, on ne pourra pas dénoncer. Non, les spoilers, du coup, on aborde le sujet. Premier point, Corentin, Océane, comment vous-même définissez-vous le spoiler ? Qu'est-ce que c'est ? Quelle est sa durée de validité ? À partir de quand un spoiler n'est-il plus un spoiler ? Honneur à toi, Océane. Pour moi, un spoiler, c'est comme tu l'as dit, c'est un événement d'une intrigue qui est susceptible de gâcher l'appréciation du spectateur. Quant à la durée de validité, j'ai l'impression que c'est de plus en plus flou. Notamment, et j'ai pensé là quand je buvais mon thé, avec l'apparition de Netflix et tout ça. C'est-à-dire qu'avant, une série, tu la matais chaque semaine et c'était ok. Du coup, il y avait le lendemain, les gens spoilaient pas trop. Puis au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux. Avec Netflix, maintenant, que ce soit pour les films ou les séries, dès le jour même, t'as des mèmes qui sortent. Je pense à Marriage Story, le film de Noah Baumbach avec Adam Driver et Scarlett Johansson. Et en fait, le jour J, tu avais plein de mèmes d'une fameuse scène
du point de culmination du film, où il y a une fameuse engueulade entre les deux, et qui avait été ruinée par les mêmes, alors qu'il était excessivement drôle, mais du coup, tous les gens savaient qu'il y aurait une scène de dispute à un moment donné. Et c'était un peu du spoiler, parce que c'était vraiment le point central du film, où les deux se déchiraient vraiment de bout en bout. Et dès le jour même, les gens savaient qu'il y aurait une scène de dispute, et j'en ai vu beaucoup se plaindre que il s'était fait spoiler qu'il y aurait cette fameuse scène. En soi, c'est pas tant un événement, parce que c'est un film sur le divorce, donc tu te doutes qu'il va y avoir des engueulades, mais c'était plus sur la portée émotionnelle que les gens s'étaient fait spoiler, parce qu'ils savaient qu'à un moment donné, il y aurait ça qui arriverait. Et puis sorti de son contexte, forcément, ça n'a pas le même impact. C'est ça. Parce que tu voyais plein de gens dire il joue mal et tout. Et moi, j'avais vu le film le jour même. Et j'étais en mode non, c'est pas qu'il joue mal, c'est juste qu'il le joue de manière à ce qu'à ce moment-là du film, il le joue de cette façon. Et du coup, il y a aussi cette. Pour moi, maintenant, le spoiler, c'est plus seulement les événements, mais c'est aussi la portée émotionnelle de certaines scènes. Je pense que Marriage Story, c'est un des premiers films où vraiment on voit que la portée d'une scène peut faire autant dans des dialogues que dans la manière dont les acteurs le jouent. Oui, je suis totalement d'accord. Après, le spoiler, c'est un terme anglophone qu'on utilise nous aujourd'hui, mais on pourrait résumer ça à la surprise, en fait. Quand tu vas voir un film, qu'il y a surprise gâchée. La surprise gâchée, tout à fait, le divulgachi. Que du coup, en fait, tu vas voir un film, tu ne sais pas que Dark Vador est le père de Luke Skywalker, tu vas à la cour d'école, un gamin te le dit, tu lui mets une patate dans la gueule, tu te fais virer, tu finis en prison. La pente du crime. Donc les spoilers, c'est mal. C'est vrai. Non, bref, voilà, mais tu vois, c'est comme dans Sixième Sens, c'est comme dans Fight Club, tu vois, c'est ce genre d'éléments au départ que tu ne veux pas savoir parce que ça pourrait te gâcher, en fait, simplement, comme tu dis, l'effet émotionnel d'un film. Mais ce qui a changé aujourd'hui, au-delà de Netflix, c'est l'apparition des réseaux sociaux. Puisque ça n'a rien de neuf. Rappelez-vous, à l'époque de Star Wars 5, justement, la fameuse réplique « Je suis ton père » qui avait été tournée avec une autre réplique où Dark Vador devait dire Obi-Wan Kenobi a tué ton père à Luke Skywalker, pour justement éviter que les acteurs eux-mêmes ne gâchent la surprise en promo, ou qu'un journaliste qui aurait vu le film avant, etc. Mais aujourd'hui, tout le monde est connecté. Et tu parlais de Marriage Story, il y a un autre exemple très connu qui est Game of Thrones. De semaine en semaine, on n'attend même plus quelques heures, dès l'instant où on mate la scène, on peut commencer à la partager, et comme tout le monde est connecté, en plus sur différents fuseaux horaires, t'as des gens qui vont découvrir la scène avant même que l'épisode soit disponible, en Europe, même par des moyens légaux. Et partant de là, du coup, oui, effectivement, c'est un peu plus compliqué, mais ça participe des phénomènes de groupe, en fait, des phénomènes de masse, comme justement les films Marvel Studios, comme effectivement aussi les séries comme Game of Thrones, ou n'importe quelle sortie sur Netflix, parce que Netflix est un phénomène de masse à soi seul, et du coup, le moindre projet Netflix peut être spoilé parce que tout le monde est connecté à Netflix. Et partant de là, ça va être avalé par le public, ça va être alors, tu prends Baby Yoda, par exemple. Un sujet fréquent sur Internet. Est-ce qu'on estime que ça, par exemple, c'est encore de l'état du spoiler ou pas ? Techniquement, la série n'est pas disponible en Europe. Si tu n'es pas un pirate, si tu n'as pas un VPN, si tu ne profites pas des moyens légaux pour regarder The Mandalorian, tu peux pas être au courant. Aux Pays-Bas, c'est quand même disponible. Oui, mais les Pays-Bas font partie de l'Europe. Ne dénigre pas les Néerlandais. Bien sûr, mais tu vois, genre tout le monde est au courant, je pense. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, j'espère que c'est pas une surprise. Il y a un bébé Yoda dans The Mandalorian, sauf que la série n'est pas encore disponible et la plateforme sur laquelle la série est diffusée n'est même pas encore disponible non plus en France. Et on considère pourtant que c'est relativement normal puisque tout le monde aujourd'hui sait comment trouver les trucs de manière plus ou moins légale. Alors pour répondre à ta question, quel est le délai d'activation ? C'est encore plus compliqué pour nous parce qu'on parle de comics et il y a deux phases d'exploitation pour les comics. On y reviendra après, ouais. Mais pour le cinéma, je dirais que c'est fluctuant. Tu vois, un film comme Endgame, on peut, en voyant la courbe de trajectoire du box-office, se dire qu'en quelques mois, tout le monde l'aura vu. Et de fait, tout le monde sur Terre, plus ou moins, l'a vu. Alors qu'à l'inverse, les Star Wars et compagnie, je considère, moi, personnellement, que c'est très grand public. Ça touche des gens qui ne sont pas forcément des fans de la première heure, qui peuvent aller le voir beaucoup plus tard, à Noël ou quand en famille, etc. Donc, par exemple, je serais beaucoup plus... Moi, je me suis fait spoiler quasiment tout le film. Un peu volontairement aussi parce que je m'en foutais un peu, mais le fait est que si j'avais voulu justement me préserver, ça aurait été compliqué. Il aurait fallu que je quitte Twitter pendant des semaines pour éviter de voir une image popper ou quoi, tu vois. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment... Tout le monde s'en fout en fait aujourd'hui de la période de validité, et la vérité c'est que les gens juste pensent d'abord à leur petit tweet, leur petit post Instagram avec leur like, et on s'en fout de... Donc les réseaux sociaux responsables majeurs de la culture du spoiler aujourd'hui. Je pense. Je pense aussi qu'il y a, justement pour cet effet de masse, il y a le FOMO, le Fear of Missing Out. C'est-à-dire que si tu le vois pas vite et que tu le regardes pas avec tes potes ou dans l'entre-soi, tu
t'as l'impression de louper quelque chose en fait. J'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent et j'avoue que moi Game of Thrones je m'y suis mise parce que j'avais justement le FOMO parce que je voyais tout le monde en parler et moi j'avais l'impression d'être la seule exclue de la fête. Du coup je me suis mise, j'ai kiffé. Sinon j'aurais pas poursuivi, mais ça participait aussi de cette culture spoiler parce que je me disais si je rattrape ça dans 2 ans c'est foutu et j'aurais plus aucun intérêt à suivre la série. Et au final je me rends compte qu'aussi au-delà des spoilers c'est aussi surtout dans les thématiques, la structure globale, la mise en scène, les décors que tu suis Game of Thrones, c'est pas que pour les twists, mais en soi j'ai commencé parce que j'avais l'impression de louper quelque chose ne serait-ce qu'au niveau des spoilers et en sachant que dans la saison 3 il y aurait le fameux Red Wedding, je me suis dit mais je veux voir ce Red Wedding. Et c'est pour ça que je me suis enfilé les 2 premières saisons à la vitesse de l'éclair. Alors il y a une autre partie que, pour enchaîner après sur la partie plus professionnelle du truc, le fait est que les œuvres de fiction aujourd'hui ont une sorte d'agenda promotionnel de communication X ou Y, et puis les tournages se font souvent à ciel ouvert, accueillant les paparazzis plus ou moins officiels ou amateurs, et régulièrement on voit souvent beaucoup de choses des tournages, alors soit parce que la prod veut qu'on les voit, parce que ça participe du bruit médiatique, de construire un discours de communication qui va avec la création, la fabrication d'un film, soit parce que simplement, comme dans le cas de Joker, ou même de Suicide Squad, ou même du Eternals en ce moment, tu vois, les gens vont sur les plateaux, tout le monde a un appareil photo aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 30 balais, et tout le monde prend en photo le tournage. Du coup, nous, en tant que journalistes, on est un peu obligés de relayer ça, parce qu'il y a des annonces officielles et qui, même en un sens, ça nous permet aussi de nous d'apprendre un petit peu de quoi le film va parler, de voir quelle gueule il aura, etc. Donc de s'y préparer, c'est le métier de journaliste culturel, en l'occurrence. Mais du coup, pour beaucoup de gens, ça, c'est des éléments qui préféreraient découvrir en salle directement. Et la question, du coup, est-ce que c'est du spoiler quand la source officielle va te dire lui va être tel rôle dans tel film, et tu leur dis aux gens, et les gens te répondent mais c'est du spoiler, j'aurais préféré découvrir qui c'était dans la salle, et t'as envie de répondre d'un côté que le studio te le dit, que toi tu peux choisir du coup de mettre une sorte de filtre entre tes lecteurs et le studio, ou bien quand justement des gens prennent des photos de tournage dans la rue, tu peux aussi essayer soit de spéculer pour voir de quoi il s'agit, de mettre en relation des éléments, etc., soit justement de faire exprès de fermer les yeux et de dire on verra bien, hein. Et tu vois, ça c'est un truc qui est assez compliqué à gérer aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment perméables aux spoilers, qui s'en foutent, et il y en a d'autres qui vraiment ont du mal avec ça. Non, et même par rapport à ce que tu disais, ce que tu mentionnais surtout des twists quand tu parlais de films comme Sixième Sens, ça, mais c'est vrai que, comme l'a dit Océane aussi, c'est pas que le twist qui est concerné par le spoiler, parce que n'importe quel élément, de la même façon que par exemple juste un caméo en fait de quelqu'un ou d'une personne, ça peut être effectivement quelque chose d'hyper important pour certaines personnes, que tel ou tel personnage bien connu puisse apparaître dans une œuvre qui est vachement attendue. Il y a plein de choses qui sont en fait potentiellement concernés par cette appellation de spoil, et que si tu te permets de la révéler en fonction du temps après laquelle l'œuvre est diffusée, tu peux effectivement te faire un petit peu taper sur les doigts. Et je suis en train depuis avant, je me dis, mais est-ce qu'on va pas se faire engueuler pour ce que tu as dit sur The Mandalorian par exemple? Vraiment, je pense que je suis presque sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas forcément regardé The Mandalorian, et je pense qu'il y a des gens, à partir du moment où tu as des sites publicitaires qui font des pubs avec Baby Yoda aujourd'hui sur les réseaux. Ah ouais? Ouais. Je pense que je n'ai pas vu. Oui, non, t'as même t'as littéralement des interviews, genre Laura Dern, t'as un running gag absolument génial avec Laura Dern qui pense avoir croisé Baby Yoda, une marionnette de Baby Yoda, un match de basket, et depuis tout le monde l'interview sur les tapis rouges à ce sujet. D'accord. Donc elle, ça va, elle a l'air d'avoir beaucoup d'humour là-dessus, mais non, je pense que je connais pas une seule personne qui n'est pas au courant de l'existence de Baby Yoda aujourd'hui, parce que tout le monde en parle, y compris les journalistes, y compris les acteurs, y compris... Enfin, je pense que ma grand-mère à Quimperlé ne connaît pas l'existence de Baby Yoda, mais je veux dire, des gens qui écoutent ce podcast-là, a priori, sont au courant. Mais tu parlais justement, et vous parliez tous les deux justement du côté émotionnel de la scène. Moi, il y a un truc dans Star Wars 9, une fameuse scène de baiser, qui m'a été divulgachée. Et en un sens, tu vois, justement, ça c'est pas vraiment une surprise, parce que justement il l'avait annoncé en promo. Bah non, au contraire, les acteurs avaient dit non, Reylo, c'est une dynamique ultra dangereuse, Daisy Ridley et Adam Driver, ils sont vraiment opposés à... Tu vas trop loin, c'est pas ça que je pensais. C'est un autre baiser. Voilà, c'est un autre baiser, une scène entre deux personnages, voilà, en arrière-plan. Ouais, tu vois, pour le coup, qui avait été... oubliable, tu vois que... Voilà, qui avait été un élément de communication, t'as vu, je l'ai appelé chat sans faire gaffe, un élément de communication qui fait en fait que, du coup, eux se mettent bien avec une partie du public, et puis quand justement tu vas sur les réseaux, on te gâche entre guillemets ce truc là, et en fait du coup ça désamorce même une déception en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que limite moi des fois je m'auto-spoil
parce que je sais qu'il y a des éléments qui vont me faire chier. Et je préfère encore, si tu veux, le savoir avant, le digérer, l'intégrer, et du coup aller voir le film de manière neutre, sans l'élément de surprise, pour justement juger un objet plus que, entre guillemets, une sorte de roller coaster émotionnel, quoi. Donc t'as pas peur de te gâcher la Non, chance. pas du tout. Mais enfin, moi, pour moi, la surprise, c'est un truc un peu d'enfant, tu vois. Il y a des trucs qui marchent très bien, hein. Mais j'ai pas besoin de savoir que un tel et un tel, tu vois. Enfin, pour le coup, que Mysterio, par exemple, dans Spider-Man Far From Home, ce qui lui arrive, j'ai pas besoin qu'on me le divulgage, tu vois. Ouais, mais par exemple, parce que je me rappelle très bien à la fin d'Infinity War, Oui, quand ils disparaissent. oui. Toi, t'as fait comme ça dans le C'est cinéma. vrai. Je m'en C'est rappelle, vrai. t'étais à côté de Je moi. continue de dire que cette fin était très couillue et C'est génial, tu cette t'éclairageux. Franchement, je me souviens, j'avais agrippé le bras de Corentin parce que moi, j'avais vraiment tout ce qui est Marvel, j'essaie vraiment de me limiter les spoils. Mhm. Parce que c'est ma friandise cinématographique, c'est mon petit plaisir où je m'autorise vraiment à me retrancher contre les spoils, un peu avec Star Wars, et même d'ici vraiment j'ai abandonné cette idée, mais vraiment Marvel et Star Wars, je m'autorise vraiment à muter les mots sur Twitter, à me préserver le plus possible. Et quand on a vu la fin d'Infinity War, mais j'étais pas très bien, et justement j'étais contente que le film arrive quand même à nous offrir ça à la fin. Parce qu'on aurait pu penser que le terrain aurait été ultra balisé. Et là, ils arrivent. Et là, la fin, tu savais que ça serait totalement détricoté dans Endgame. Mais je trouve que rien que pour l'effet qu'ils procurent aux spectateurs, il y a quelque chose qu'ils ont réussi à faire et que peut-être que très peu de blockbusters ont réussi à faire et qu'aucun Star Wars de l'ère Disney n'a réussi à faire. Sachant que, genre, rapidement, Océane a quand même réussi à divulgacher la fin à un pote, Emmanuel, en disant qu'elle s'attendait, que la fin de Endgame était exactement celle qu'elle avait prévue, en fait. Ouais, mais là, on parle d'Infinity War, pas de Ouais, Endgame. non, mais tu vois, genre, du coup, en fait, c'est même. Je comptais en parler, ouais, de ça. C'est même si tu veux, justement, à l'ère de la spéculation et où tout le monde a des attentes et compagnie, juste en donnant ton avis sur un truc, tu peux spoiler sans faire gaffe, quoi. Donc on est vraiment, justement. C'est là que je te dis, moi, l'option pour la surprise. Mais c'est juste par rapport à la perméabilité, parce que je pense que si on t'avait dit la fin d'Infinity War avant que tu découvres le film, là, pour le coup, ça aurait pu te faire chier quand même. Ouais, probablement, mais après, t'as un Infinity War tous les 10 ans, tu vois. C'est un film sur lequel j'avais des réelles attentes. Ce que je veux dire, c'est que pour la plupart des œuvres que nous on traite, tu vois, en comics, par exemple, la mort d'un personnage, je sais que c'est temporaire. Je sais que ça va pas forcément. Ça dépend comment c'est fait, tu vois, mais pour le coup, si on me gâchait, par exemple, la fin de Batman Catwoman de Tom King et qu'on me disait oui, il y a un Bat bébé, et là, tu vois, je me dirais non, casse les canons, j'aurais préféré le découvrir dans le chaos, tu vois, comme Doomsday Clock, tu vois, pour le coup, si on m'avait gâché comment ça terminait, mais je vais rien dire. Si on m'avait gâché comment ça terminait, ça m'aurait fait chier parce qu'en un sens, je suis très heureux d'avoir été déçu à la surprise. Parce qu'en plus, du coup, ça veut dire que j'avais raison. Mais tu vois, typiquement, voilà. Mais dans le cas, pour le coup, des films ou des séries de comics, c'est très particulier. Nous, on parle pour notre paroisse, évidemment, parce que c'est pas des films où il y a des enjeux toujours extraordinaires, il s'agit toujours de sauver le monde et compagnie, mais il se passe rarement un événement marquant à chaque film. Et voilà, tu vois, si on m'avait divulgaché la fin de Spider-Man Far From Home, pour le coup, tu sais, avec ce qui s'y passe sur l'écran géant, etc., très honnêtement, d'ailleurs on me l'a divulgaché, mais le fait est que je pense pas que j'aurais bondi, tu vois. Enfin, à la limite, je préfère justement voir comment c'est fait en sachant que que ça va être fait, pour voir justement si c'est bien articulé, etc. Et si c'est pas juste du shock value, parce qu'il y a aussi cet élément qui est genre la surprise, c'est facile, tu vois, on te met bout, tu vois, oh là là, regardez, lui, il est là dans le fond et tout, et t'es là, ouais, ok, mais il faut que ce soit aussi articulé dans une histoire avec une architecture, une forme de récit, etc. Et pour le coup, je pense qu'Infinity War, ça aurait marché même si on me l'avait gâché, je pense. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le shock value parce que par exemple, deux des plus grands films à twist que sont Fight Club et Sixième Sens, j'ai vu les films en sachant les twists. Et en fait, j'ai passé tout mon visionnage des deux films pour la première fois à observer à quel moment je pouvais le deviner et c'est devenu un jeu. Et en soi, ça n'a pas gâché mon plaisir de la découverte, mais juste, ça a peut-être aiguiser mon sens de spectatrice, à savoir à quel moment je pouvais deviner ça, ceci, cela. Et justement, ça m'a permis de décrypter plein de petits trucs de mise en scène, notamment dans Sixième Sens, la manière dont les spectateurs s'adressent à un certain personnage. J'ai pas envie de spoiler le film pour ceux qui l'ont pas vu du coup, mais du coup, ça m'a permis peut-être d'avoir un œil plus aiguisé. Et je pense que aller dans un film en sachant tous les spoils, parfois ça peut être utile justement à savoir est-ce qu'un scénario est si bien écrit que ça ? Et dans les cas de Fight Club et Sixième Sens, oui, le script est très bien écrit parce que même s'il te donne les réponses, tu peux totalement être prise au dépourvu à la fin.
Mais je pense qu'il y a un côté aussi critique 2.0, tu vois. Le fait est que le cinéma est de moins en moins un art secret. À une époque, vraiment, les studios n'étaient pas accessibles. D'ailleurs, à une époque encore plus reculée, tout se faisait en studio, derrière des portes fermées, etc. Tu pouvais pas savoir de quoi allait parler un film avant d'avoir l'interview d'Empire ou les magazines de l'époque. Après, bon, effectivement, on a commencé avec des grosses productions, des blockbusters, des interviews, des promos, etc. Et il fallait que le mec se présente sur tous les médias et compagnie. Du coup, en fait, juste mater une note d'intention, et justement, par exemple, si t'as un cerveau comme celui de Manu qui connecte les points A, les points B, les points Z et compagnie, et te fait une magnifique théorie où tu dis voilà, il a tout prévu et tout incroyable. En fait, la plupart du temps, le critique va justement devenir une sorte d'analyse de l'objet, pas forcément justement, comme je disais tout à l'heure, de l'ascenseur émotionnel que peut représenter une œuvre. Genre un truc tout bête, tiens, Ron Burgundy 2, par exemple, avec cette fameuse scène où tous les journalistes se mettent la marave, tu vois. Moi, ça a marché, mais c'est parce que si tu veux, c'était tellement over the top. Justement, il jouait à fond sur le côté genre qui est-ce qu'on va réussir à placer et tout, tu vois. Mais au final, la comédie elle-même, elle est marrante parce que les mecs font des trucs marrants, tu vois. Une fois que t'as passé le shock value de ah putain, Harrison Ford et tout. En fait, c'est parce qu'après ils se transforment, ils font la bagarre, ils sortent des trucs de ouf, etc. que la scène fonctionne. Si tu vas juste voir un film pour être surpris, tu vas, comme pour citer Martin Scorsese, tu vas pas voir un film comme tu vas un parc d'attraction, tu vois. Et pour le coup, moi je trouve que c'est limite plus intelligent. C'est pour ça d'ailleurs que peut-être que je vais finir par lire les leaks de Wonder Woman 84. C'est plus intelligent justement pour constater de l'objet film, de pas se laisser prendre par le jeu de la surprise, qui est certes hyper important pour un mec lambda qui justement s'accroche à fond à ça, mais peut aussi être un truc qui va te piéger. Genre dans Joker, moi je me suis fait avoir, tu vois, pour le coup. Le shock value de la fin de Joker, quand je suis sorti justement j'étais hyper embrumé et ça m'a un peu masqué peut-être des défauts, ou pas forcément des défauts, mais des prises de recul que j'avais pendant le film, parce qu'à un moment donné, ça m'a secoué, tu vois, et je me suis dit, waouh, truc de ouf. Ou comme dans Once Upon a Time in Hollywood, la fin m'a tellement chamboulé, quand je suis sorti, j'avais des étoiles plein les yeux, et après, on en a fait un podcast d'ailleurs à l'époque, on y a réfléchi, et j'ai commencé à mettre des mots dessus, etc. Mais en fait, l'effet de surprise était tel que ça m'a tiré vers le haut tout le film, sans forcément, du coup, avoir un vrai recul critique, tu vois. Et encore, je trouve que ce que fait le Tarantino, c'est qu'il joue avec ce qu'on sait de la vraie histoire. Et ça, c'est une autre question aussi, c'est est-ce que le spoiler d'une histoire vraie, est-ce que tu peux considérer ça comme du spoiler, sachant que tu sais comment un film va se terminer? Et Tarantino, justement, il joue avec ça. Il joue avec le fait que, je pense, une partie du public, dont moi, était pas super fan à l'idée de voir Sharon Tate dans un film, parce qu'on sait tous comment son destin se termine. Et le fait est que Tarantino, il retourne, je pense, toutes nos peurs sur le côté histoire vraie pour en faire quelque chose d'autre. Et ça, justement, j'avais tweeté à l'époque dessus que effectivement, dans aucune des promos, tu ne voyais Sharon Tate enceinte. Et tu avais certains journalistes aux États-Unis qui commençaient à se poser la question, est-ce que Tarantino va twister l'histoire comme il l'a fait dans Inglourious Basterds avec un autre twist sur Sharon Tate. Et justement, moi, j'avais rebondi dessus en me disant, bah putain, oui, enfin, c'est ce que je me dis depuis la sortie. En plus, le film est greenlighté par la propre sœur de Sharon Tate, qui pourtant est quand même assez déterre concernant les personnes qui racontent l'histoire de sa sœur. Et notamment pour l'histoire, elle avait bien engueulé Trent Reznor qui avait enregistré The Downward Spiral dans la maison où s'était produit le crime. Et elle avait vraiment engueulé en mode, vous avez pas honte d'avoir fait ça dans la maison où est morte ma sœur. Donc vraiment, elle est très très protectrice de sa sœur, et quand tu sais qu'elle valide le projet, que tu connais l'amour de Tarantino pour tordre un petit peu l'histoire, tu te dis ouais, ok, il y a des pistes. Et c'est pour ça que quand la fin de Once Upon a Time in Hollywood est arrivée, je me suis dit c'est pas surprenant, mais je pense que certaines personnes s'y attendaient pas et qu'elles étaient très contentes, mais moi pour ma part je m'y attendais. Et j'ai quand même été ravie justement que mes théories soient vraies, quoi. Parce que Tarantino, il a réussi à faire de l'histoire vraie quelque chose qui devient un spoiler, en quelque sorte. Moi, je me suis fait yankliser comme jamais. Pareillement, mais du coup, parce que nous, on s'intéresse moins à des histoires vraies. Par contre, on s'intéresse beaucoup à des histoires qui ont déjà été écrites et qui, fondamentalement, sont connues pour énormément de monde. Et dans le cas... Moi, je reprends Infinity War, tu vois. Quiconque a lu Infinity War, parce que c'est quand même, donc voilà, c'est Jim Starlin, c'était il y a, je sais pas, 30 ans. Tout le monde sait ce qui se passe justement dans Infinity War, donc la moitié des êtres vivants de l'univers part en fumée. Sauf que techniquement, dans Infinity War, le comic, c'est un peu le point de départ de la BD, alors que là, c'était le climax de fin du film. Et voilà, on est surpris. On disait avant qu'on était surpris par cette fin, mais techniquement, ça a déjà été écrit il y a des années. Et de la même façon que Bruce Wayne et Batman, tu vois, c'est connu depuis 80 ans.
tu peux encore faire un film où on pourrait le découvrir, où ça pourrait faire partie d'un twist. Mais carrément. Mais justement, ce que j'allais te rebondir sur toi, Boeing, c'est tu prends The Dark Knight. Moi, The Dark Knight, je l'ai vu, c'était en 2008. J'avoue que ma culture Batman, c'était quand même beaucoup de l'enfance. J'avais pas encore commencé vraiment à lire massivement du comics à l'époque. J'avais complètement oublié qu'Harvey Dent était double face, tu vois. Le nom propre Harvey Dent ne me parlait pas. Je disais oui, double face, je vois la gueule du mec, je vois vraiment ce qu'il fait, son gimmick avec la pièce et tout. Évidemment, quand j'ai vu le film, je me disais la pièce, etc. Mais je croyais vraiment qu'il allait juste se faire marave, tu vois. Et quand t'arrives dans la scène d'hôpital et qu'il a ça dans son visage, je passais pour un vrai noob, mais voilà, à l'époque ça m'avait surpris. J'étais en mode genre what, mais parce qu'on le voyait pas dans la promo double face justement. Toute la promo était faite sur le Joker. Et le fait de ramener ce deuxième personnage, même si justement t'avais cette petite base que t'avais quand t'étais gosse de Batman, mais à l'époque j'étais là genre what the fuck et tout, et ça m'a vraiment marché parce que j'étais en mode, il y avait un perso caché, tu vois, entre guillemets, et à ce moment-là, justement, tu te dis, mais c'est bien foutu parce que justement, de la même façon que Christopher Nolan ou J.J. Abrams ou même Marvel Studios avec les trailers mensongers, t'en as plein qui se jouent de la culture du spoiler avec les éléments de communication. Et je trouve que Disney n'arrive pas vraiment bien à faire, à part chez Marvel, justement. C'est que t'arrives dans The Dark Knight, toute la promo c'est le Joker. Why So Serious, la démarche, le claudiquant, etc. Et toute la promo vient sur Heath Ledger. The Dark Knight Rises, toute la promo va sur Bane. À aucun moment on ne te parle de Talia al Ghul, à aucun moment on est même au courant qu'elle va arriver. Évidemment, ceux qui vont scruter après IMDb et compagnie vont réussir à mettre les points en relation. Oui, quand même, IMDb devient de moins en moins sûr. Ils avaient annoncé le Wes Anderson en 2 parties de chacune 2 heures. Et ils avaient annoncé plein de... Ouais, récemment, ouais. IMDb, ils avaient annoncé que le nouveau film de Wes Anderson allait durer 2 fois 2 heures. Oui, mais après, bon, a priori, ils sont de moins en moins safe. Les noms de personnages, ils se nourrissent aussi beaucoup des rumeurs, vu que c'est un site participatif, c'est une encyclopédie participative, c'est comme le Wikipédia du cinéma, quoi. Mais du coup, voilà, tu vois, donc ça fonctionne parce que justement, t'as cet élément qui a réussi à être bien tenu secret. Mais j'ai pas l'impression, en fait, qu'ils soient si nombreux à opérer comme ça, tu vois. Abrams y arrive, je pense. Et encore, il y arrive de moins en moins bien parce que ça devient aussi peu à peu un soldat de studio. Lindelof y arrive. Lindelof y arrive même très bien, même si, bon, j'avoue que moi, je savais déjà l'épisode 1 et 2 de Watchmen, j'avais l'impression d'avoir déjà vu parce que j'avais écrit des news pendant 9 mois. D'ailleurs, coucou OCS, on veut bien nos goodies, s'il vous plaît. Et tu vois, finalement, le fait est que aussi, peut-être qu'on vieillit et que justement, on commence à avoir les bases culturelles. Dans le cas des comics, tu vois, on a quasiment lu tout ce qui va être adapté. Dans le cas de Venom, par exemple, c'est horrible de se dire qu'on n'a pas été justement surpris à aucun moment parce que on avait lu le bouquin au départ et il n'y a pas déjà tous les éléments du bouquin. Mais en plus, il n'y a pas de surprise à la clé, c'est juste exactement ce que tu pouvais, ce à quoi tu pouvais t'attendre. Et au final, tu vois, moi, j'ai tendance à me dire que c'est plus maintenant devenu une sorte d'arme des studios, justement, pour essayer de te matrixer, ou bien pour créer une sorte d'effet de hype, comme pour le coup le baiser dans Star Wars 9, tu vois. Ou même, Joe Russo dans... ça avait pas été annoncé pour le coup dans Endgame qu'il allait jouer un mec gay. Alors, en fait, ils avaient vraiment pas capitalisé dessus. Mais ils avaient quand même dit qu'il y aura le premier personnage gay du MCU. Hein. Ils avaient pas dit qui le ferait, tout ça, mais ils avaient dit quand même, oui, dans ce film-là, c'est là qu'on aura le premier personnage ouvertement gay du MCU. Moi, quand j'ai vu le film, j'étais ultra étonnée. En fait, il commence à faire son monologue, j'étais en mode ah tiens, il parle d'un mec, et c'est un mec. Ah, ça, ouais. Puis ensuite, c'est parti en épingle, t'avais l'impression qu'ils avaient révolutionné l'histoire du cinéma. De mémoire, c'était plus Kevin Feige quand on lui posait la question, quand les héros gays, il avait répondu justement, dans Endgame, vous allez voir, il y en aura un. Oui. Et t'es là, tu vois, ils sont pas posés. Après, c'est plus tard qu'ils ont très mal digéré le truc et qu'ils ont, ils ont inventé la poudre à couper l'eau chaude. C'est pour ça que tu disais dans le conducteur notamment que le spoiler peut devenir un thème appliqué à tout et n'importe quoi, surtout aujourd'hui, puisque finalement, effectivement, avec la barrière en fait qui s'est brisée entre les studios et le public. Et par les médias, enfin disons que les médias faisaient le pont avant, aujourd'hui c'est plus le cas et avec les réseaux sociaux, de toute façon les studios maintenant veulent à la limite communiquer directement aux spectateurs, à leurs fans, et que tout élément est susceptible de devenir un spoiler pour n'importe qui. À quel moment toi tu vas essayer de placer la limite dans ta façon de communiquer, donc soit en tant que journaliste mais aussi en tant que personne, juste en tant que spectateur, c'est où est-ce que tu dresses la limite vraiment entre ce qui est, par exemple, tu vois, moi j'ai un exemple juste qui me vient en tête, après je te redonne la parole. Spider-Man noir dans Spider-Verse.
On s'était fait accuser d'avoir spoilé la chose parce qu'on a dit que Nicolas Cage était Spider-Man noir. Sauf que Spider-Man noir, du coup, il était sur les affiches ensuite. Ouais. Donc à quel moment, tu vois, alors au départ, on nous a dit ouais, mais pourquoi vous l'avez spoilé Ouais, je me souviens très bien. Tu vois Très bien. Ah, donc c'est là pour moi que tu as une réelle difficulté au final à définir vraiment la nature du spoiler, parce que quand c'est un studio qui fait des annonces justement d'un acteur pour un rôle, ou qu'il y a un personnage qui apparaît sur l'affiche, ou même dans une promo, je veux dire que tu vois par exemple, je sais pas, pour Crisis on Infinite Earths, que tu vois l'Anti-Monitor qui apparaisse dans un spot TV par exemple, et tu dis bon bah l'Anti-Monitor il apparaît, il va dire oh mais il faut spoiler machin, moi je voulais garder la surprise. Tu fais c'est compliqué parce que c'est vraiment là les gens qui sont derrière l'offre qui communiquent directement dessus, donc ils veulent savoir. C'est comme quand Marvel dit Wolverine va mourir à la fin de Deadman Logan par exemple, ou un truc comme ça. Déjà Deadman Logan ça sous-entend le truc, mais t'as plein d'éditeurs qui parfois qui capitalisent en fait sur du coup pour la shock value on va dire, pour vendre leur chose. Et c'est intéressant parce que les studios aujourd'hui, c'est soit ils jouent sur la culture du secret, soit ils te déballent tout dès la bande-annonce. Je pense notamment à Terminator Genesis, où en fait, dès la bande-annonce, on t'annonce que John Connor, en fait, c'est un androïde venu du futur et qu'il les piège. Et dès la bande-annonce, tout le film, tous les twists se sont spoilés. Et en fait, la principale réaction des gens, au-delà de dire c'est une idée de merde, parce que c'était une idée de merde, c'est mais pourquoi vous nous spoilez ça ? Pourquoi vous spoilez absolument toute l'intrigue dedans ? T'as Batman v Superman aussi, où Doomsday avait été révélé dans un trailer. Et pour le coup, voilà, mais comme oui, c'est parce que les mecs, je pense, manquaient d'éléments de communication pour faire parler du film. Ils se sont dit, il faut aller plus loin, il faut montrer le gros monstre en CGI dans une sorte de logique de consumérisme par le divertissement. Mais pour revenir à ce que tu disais justement, moi, je pense que pour le coup, c'est un vrai dilemme. Et parlons chiffres. Très récemment, j'ai fait une news, par exemple, sur la série Lucifer, où le président David Esper, je crois qu'il s'appelle, de 24 heures chrono, va arriver pour jouer un rôle. Je ne dirai pas qui, évidemment. La news, du coup, fait du bruit, parce que c'est un personnage important de cette mythologie-là. Et évidemment, du coup, comme c'est une série très populaire, beaucoup de gens réagissent et me disent « Oh, gâchis, je veux le découvrir dans la série, gâchis. » Sauf que c'est pas moi qui l'ai gâché, en un sens, c'est l'acteur lui-même qui est allé dans un micro pour dire qui y jouait. La production, le showrunner a dit qui y jouait, et le mec qui joue Amenadiel dedans a dit qui y jouait. Du coup, 3 sources disent déjà qui y jouait. Moi, je veux bien essayer de vous protéger, mais si vous êtes abonné à d'autres pages que nous, vous allez vous allez savoir qui c'est au bout d'un moment. Et le fait est que pour moi, il y a aussi une sorte de côté un peu justement pointé-cliqué ou racoleur à ne pas dire qui est dans le titre. Parce que ça peut être un truc important ou pas important. Si on met une sorte de charte universelle où on dit il jouera balise, spoiler dans la série, de la même façon que ce que fait comicbook.com. Par exemple, comicbook.com utilise régulièrement la balise spoiler pour survendre des actualités. Par exemple, regardez le retour de personnage balise spoiler dans Avengers Endgame. Et au final, en fait, tu réalises que c'est juste Howard Stark. Tu te doutais plus ou moins que de toute façon il n'a pas une importance cruciale dans le film, et tu pouvais très bien t'imaginer que ce serait un personnage plus important, etc. En fait, c'est laissé à l'imaginaire. Donc du coup, pour moi, la neutralité du spoiler, enfin de la balise spoiler, est limite plus racoleuse que de dire le fait lui-même en fait. De la même façon que moi, en l'occurrence pour le personnage dont je parlais dans Lucifer, ça me paraît pas être un spoil monstrueux. Tu vois, c'est comme dire, dans le prochain film Batman, il y aura peut-être Commissaire Gordon, tu vois, t'es là, c'est peut-être un peu normal, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Après, chacun a sa charte personnelle, quoi. Et j'ai l'impression aussi qu'ils mettent les balises pour éviter justement de se faire emmerder par les gens. Je pense qu'ils se font moins emmerder en mettant les balises qu'en les mettant pas. Et je pense aussi pour eux, c'est une manière de se dédouaner de, si vous cliquez, c'est que vous voulez le savoir, quoi. Je pense qu'il y a ça aussi maintenant, cette culture du, si tu cliques, c'est que tu veux le savoir et c'est toi le seul et unique responsable. Parce que je pense à un site comme Vulture qui avait spoilé le twist du dernier film de Paul Feig qui s'appelle Last Christmas avec Emilia Clarke. Et déjà dès la bande-annonce, beaucoup de gens avaient grillé le twist. Moi, j'avoue, j'avais pas grillé, du coup, en lisant les tweets, je me suis dit, ah oui, merde, je viens de me spoiler, donc j'espère que c'est pas vrai. Et il s'avère que c'était vrai, donc c'est un peu con pour moi. Mais Vulture le mettait dès le titre d'un article sur les love interests d'Emilia Clarke dans tous ses films. Et déjà avait dit, mais putain, les gars, le film est même pas sorti dans le pays où je vis. C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce que vous foutez ? Et le truc, c'est qu'en plus, Vulture avait reposté
à plein de reprises l'article, et à chaque fois les gens s'invitent de plus en plus parce qu'ils disaient mais les gars, on vous l'a dit la première fois que c'était spoiler pour nous, on n'a pas forcément eu le temps de le voir, le film n'est pas sorti dans notre ville, dans notre pays, stop quoi. Et j'ai l'impression que il y a des sites qui pensent que c'est acquis pour eux que tout le monde ait vu le film dès le jour 1, et d'autres qui veulent pas prendre de risques comme mettant des balises. Et honnêtement, moi je suis plutôt de la team balise, parce que c'est vrai que c'est chiant que surtout chez les Américains qui dès le lendemain te spoilent absolument tout sans vergogne comme des porcs. Non mais je suis désolée, C'est vrai mais que c'est con aujourd'hui. c'est grave casse-couille quoi. Et honnêtement, moi je suis vraiment team balise, parce que le nombre de films que tu te fais spoil quand tu suis un petit peu le film Twitter US, même la communauté du cinéma en ce moment, c'est incroyable quoi. Et ça gâche vraiment tout le plaisir quand tu voulais aller voir un film en te disant bon bah pour The Goût, j'aimerais vraiment préserver la surprise quoi. Justement, il y avait un point à aborder, c'était justement la capitalisation de certains des médias américains, notamment, puisque nous, on a ce recul français, en tout cas, nous, à notre échelle, on essaie de faire attention à ça, justement, de Avec capitaliser. des imperfections, évidemment. Mais... Oui, non, bien sûr. Bah, je te dis, c'est une question de choix de ce que tu considères ou pas comme spoiler ou pas. Ce que tu Moi, en considères général, comme ça tient normal. un détail tout bête, c'est quand je m'en fous de l'actualité. Par exemple, ça me dérange pas du tout de spoiler les séries CW, je me suis déjà fait engueuler pour ça. Et désolé à ceux qui aiment vraiment bien. Mais donc voilà, t'as quand même qui auraient gâché les surprises. ces médias qui capitalisent dessus, non seulement en te balançant la surprise, mais aussi... Alors, il y a deux choix, c'est soit en te spoilant effectivement littéralement dans le titre, en disant qu'est-ce qui arrive à la fin du film, qui est présent, machin, ou alors en faisant la même chose mais avec des points d'interrogation. C'est pas ce qu'il arrive dans ce film, mais est-ce que ça se passe dans le film, par exemple, pour répondre à des rumeurs qui étaient avant, ou pour... Enfin, voilà, je sais pas, par rapport à Avengers, on va dire, c'est... Avengers Endgame place les pions pour, je sais pas, Secret Invasion par exemple, tu vois, ou alors est-ce que Avengers Endgame prépare Galactus dans l'univers MCU, tu vois, t'as vraiment cette façon de faire, mais du coup ça te permet pour un film sorti, parfois même juste pour des trailers, de faire 5 à 6 articles dessus en fonction du nombre d'éléments. Je crois que c'est un truc qu'on avait peut-être déjà dit dans un autre The Pulse, mais il y a une logique qui est toute bête. Bon, beaucoup de gens considèrent qu'il y a des nomenclatures officielles à respecter. Nous, officiellement, nous sommes une boîte de journalisme, mais notre économie marche sur la vente d'espace publicitaire. Et c'est le cas de quasiment tous les sites comme nous, on va dire. En gros, une page vue égale une pub vue, donc voilà. Le fait est qu'on essaie, nous de toute façon on a une courbe de croissance qui est limitée par les budgets de nos annonceurs, donc on peut pas forcément, on n'a aucun intérêt à faire 10 millions de vues par mois, ça va pas changer grand chose pour nous, ce qui nous permet d'avoir une certaine éthique. Non mais c'est pas ça en fait, non là si tu veux c'est pas ça le problème, le problème c'est que tu as beaucoup de pubs, de formats publicitaires qui fonctionnent en coût par vue, c'est-à-dire que plus tu as de vues sur la pub, donc plus tu auras une rentrée d'argent intéressante. Nous, on fait une location en fait pour une période de temps donnée. Donc en fait, sur cette période de temps donnée, qu'on fasse 500 vues ou 5 millions, le revenu sera le même. C'est pour ça que nous, on n'a pas d'obligation à cette course au clic. Voilà. Alors qu'à l'inverse, il y en a d'autres qui passent par exemple Google Trends pour le coup, Google Ads, pardon. AdSense, c'est ça le terme officiel. Ouais. Voilà, qui pour le coup, eux, ont beaucoup plus intérêt à ça. Et le fait est que du coup, il est important pour eux de créer du contenu, et du contenu qui va être vu. Et par exemple, si vous allez voir, ce n'est pas une vendetta personnelle, hein, ils font les trucs bien par moment, mais comicbook.com par exemple, sur un trailer, ils peuvent te dégainer 4-5 articles qui effectivement peuvent être spéculatifs, peuvent être de l'analyse, peuvent être... par exemple, je sais pas, un caméo d'un tel acteur, etc. Bah pour le coup, le trailer de Morbius, par exemple, Daz, Morbius trailer, tease Sinister Six. Donc là, évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu le trailer de Morbius et qui, justement, voudraient s'en préserver, c'est pas forcément idiot de faire cet article, mais le fait est que faire cet article-là, c'est une chose. Après, il y a un deuxième article qui va intervenir, et où on te dit, Daz, Morbius actor, tease... balise de spoiler, character in the movie. Et en l'occurrence, c'était le personnage, l'acteur de Mad Men, Jared Harris. Jared Harris, voilà, par exemple, que tout le monde croyait qu'il allait jouer, spoiler alert, Dr. Octopus. Lui-même en interview a dit que non. Sauf que, évidemment, quand tu vois ce titre-là, tu t'imagines que c'est l'autre acteur du trailer qui a dit qu'il ne serait pas le personnage que tout le monde pense qu'il est. Donc ça, je suis désolé si je parle un peu flou pour tout le monde, mais voilà. Et évidemment, du coup, ils jouent sur cette ambiguïté, ils savent très bien ce qu'ils font, ils sont intelligents. Mais on s'en fout, ça fait un article de plus, ça fait un référencement de plus sur Google, ça fait une page de vue de plus qui va être cliquée tant de fois, etc. Du coup, évidemment qu'il y a une capitalisation là-dessus. De la même façon, comme je le disais tout à l'heure, ils aiment bien entretenir le flou volontairement parce que ça leur permet de capter le clic du curieux. Ouais, puis ça permet de parler. Oui. Disons qu'il y a un intérêt aussi pour les studios, du coup, c'est de se dire...
Allez-y, en fait, on balance un petit truc et comme ça, on sait que les médias habituels vont pouvoir te faire effectivement 10 articles dessus. Et donc, c'est 10 fois plus de mots-clés qui sont rentrés. Donc, c'est une attention en termes de recherche, en termes de dialogue, tout simplement, de discussion sur les réseaux sociaux. C'est de la publicité gratos. Ouais, puis c'est de l'espace occupé. Donc, et c'est de l'espace, comme tu dis, gratos, à bas prix. Tu vois, de la même façon que quand Matt Reeves va à l'expo Batman 66 et prend en photo Road to Gotham et compagnie. Voilà, on fait un article dessus. Mais là, en l'occurrence, pour la culture du spoiler, c'est plus le cas pour Screen Rant, par exemple, qui va aller chercher un élément d'un film, comme par exemple le film Venom, où à un moment donné, Venom dit That's my kryptonite, tu vois. Et te faire un article sur une réplique qui, du coup, c'est une culture du spoil qui part de rien. Il n'y a pas d'information. Il n'y a pas de. On a été chercher un mec qui a dit ça, on a été chercher un article qui dit ça, on a spéculé là-dessus. Non, c'est encore plus bête. C'est juste, on a vu le film. C'est ça la source officielle de l'information. Et on a vu le film, et en se basant sur le film qu'on a vu, on va créer une actualité factice en spoilant, déjà d'une part, un truc qui est complètement du coup, c'était un easter egg. Et pour fomenter une théorie, mais complètement abracadabrantesque, qui va essayer après de faire une sorte de grand plan avec des punaises et des fils rouges. Il disait juste que DC existait, enfin il disait ouais, ça veut dire que c'est la preuve que DC coexiste dans l'univers Marvel de Sony parce qu'il a référencé la kryptonite, donc forcément c'est que Superman existe, quoi. Alors spoiler alert, ce n'est pas le cas. Alors, non, mais spoiler alert, dans Spider-Man Sam Raimi, il y a aussi des références à Superman, c'est pas grave. Pour l'instant, ils arrivent déjà pas à ramener Tom Holland dans leur univers, donc si en plus ils veulent essayer de ramener ce que même Warner n'arrive pas à ramener après ensuite, c'est bon, quoi. Laissez tomber. Et du coup, voilà, pour les scoopers, nos bons amis et ceux qui de toute façon se battent contre une économie de journalisme qui est un peu compliquée, c'est de leur embarras, parce que tout le monde en fait. Et moi je pense que c'est un peu ça le problème, c'est qu'en fait tout le monde gueule sur les spoilers quand on en fait, mais énormément de gens quand ils voient justement la porte qui s'entrouvre, ils poussent la porte, ils vont voir, ils vont se gâcher la surprise tout seuls. Ouais. Le coup de la minute sur Lucifer dont je parlais tout à l'heure, elle a beaucoup cliqué, alors que pour le coup c'était une news qui était officielle. Et pas si importante que ça au final, pas si importante que ça, voilà. Mais parce que les gens en fait aiment bien se gâcher les surprises. Je pense vraiment que derrière les 10, 20, 30, 50% de gens qui vont nous engueuler quand on fait ce genre d'article-là, et ce qui nous empêche pas de les faire, hein, encore une fois, on fait des articles justement, on essaie de respecter un peu le secret, mais croyez bien que si on ne le faisait pas, ce serait probablement plus intéressant pour nous économiquement, ou enfin pas économiquement, mais du coup en termes de vues, je pense qu'on ferait beaucoup plus de vues en faisant justement du spéculatif ou de la putacliquerie en divulgation, enfin en gâchant les surprises, que justement en ne le faisant pas. Mais ça me rappelle une certaine époque de la blogosphère française où tu avais des petits blogs qui, pour s'attirer encore plus de vues, déjà qu'ils écrivaient très mal, mais du coup, leur fond de commerce, c'était qui meurt à la fin, qu'est-ce qui se passe à la fin, on vous raconte tout. Elle me souvient de Tu ça. cliquais et t'avais... Ce qui était drôle avec ces articles, c'est que t'avais quand même des balises spoilers. C'est parce qu'on sait jamais, tu vois. C'est genre tu cliques mais tu veux pas te faire spoiler, genre. Mais c'était vraiment une pratique, c'était opportuniste à mort et c'est capitalisé vraiment sur tout ce que j'aime pas, à savoir vraiment c'est du clickbait en mode on va tout vous raconter et c'était vraiment sur tous les blockbusters qui sortaient, quoi. Et j'avoue, j'ai cliqué au moins une fois sur un article par curiosité pour savoir à quoi ça ressemblait. C'était vraiment nul à chier, quoi, parce que non seulement c'était mal rédigé, mais en plus ça te spoilait vraiment tout. C'était une description de scène, quoi. Et en tant que distributeur, si je voyais un site faire ça, je lui filerais pas d'invitation pour des projections de presse parce que c'est clairement c'est une perte aussi pour les distributeurs et je suis encore ultra choquée que des blogs fassent ça et que même des articles américains continuent de faire ça en mode alors on va débriefer la fin avec vous, mais juste de la description avec 2-3 images, juste de la description. C'est ce que fait Comic Book Movie, c'est la fin de machin en 7 points positifs et 5 points négatifs, sauf que c'est juste de la description avec en mode on a aimé, on n'a pas aimé, et ça va pas plus loin. Mais c'est intéressant parce que pour le coup ça renvoie à un autre truc qui fait plus ou moins partie d'un planning communicationnel réglé ou pas réglé, c'est les leaks. Tu vois, pour le coup nous, enfin c'est assez rare qu'on fasse des articles de report, il faut que j'arrête de parler anglais, où on traduit entre guillemets les fuites de studio, mais par exemple on parlait tout à l'heure de Wonder Woman 84, je crois que ça a aussi été le cas pour Birds of Prey si je ne dis pas de bêtises. Pas à mon souvenir. Non.
Non, moi je me souviens par contre que Comic Book Movie avait fait tout un article sur les leaks de Dark Phoenix fin 2017. Oui, ça, tout à fait. Ouais. Et puis il y avait Joker aussi qui avait eu de retour, mais pour le coup. Joker, le script, un des derniers scripts en date avait leaké. Je me suis pas amusé à faire la comparaison. Il était dispo publiquement. Il y a même plein de blogueurs qui avaient dit moi j'ai lu le script. Enfin, il était dispo mais de manière légale en plus. Arnaud l'avait lu avant de voir le film. Moi c'était un lecteur, coucou Batman, qui nous l'avait envoyé et. Voilà, tu vois, ça par exemple, c'est des choix aussi journalistiques. Parce que le fait est que l'information existe sur le web et qu'elle traduit en un sens aussi ce que tu peux attendre d'un film ou pas attendre d'un film. Le fait est par exemple que pour Wonder Woman 84, moi j'ai pas envie de me gâcher la surprise parce que ça a vraiment l'air indigent et je préfère être déçu dans la salle pour le coup parce que j'aime bien Wonder Woman. C'est bête à dire, mais voilà, ça tient juste à ça. Mais il y a beaucoup justement de nos amis américains qui, eux, considèrent qu'une fois que l'information est sortie, il faut la publier. Nous, pour le coup, on essaye généralement d'éviter un peu les articles qui traduisent les leaks scénaristiques d'un film. En tout cas, les articles, comme tu disais, qui décrivent vraiment toute l'intrigue et les descriptions de scènes. Ça avait été le cas pour New Mutants aussi. Voilà, ça a été le cas à différents moments parce que le fait est que les projections de test, ou même parce qu'il y a des mecs à l'intérieur du studio qui juste ont une grande gueule, sont obligés de le balancer. Mais est-ce qu'on considère que c'est de l'information ? Est-ce que justement c'est pas juste du tir au pigeon pour vraiment pour le coup arracher toutes les surprises ? Mais c'est même pas juste les surprises, c'est genre arracher tout le déroulé du film. Est-ce que qui que ce soit a envie de lire un descriptif de film en 8 paragraphes noir sur blanc Le fait est que par exemple moi j'ai lu les leaks de Wonder Woman 84, ça m'intéressait et ouais techniquement ça reste quelque chose d'informatif parce que ça t'apprend très informatif. Moi je sais que je les ai lus après l'apparition de la bande-annonce parce que Arnaud justement avait dit putain ça ressemble aux leaks et tout et du coup j'étais intriguée parce qu'en plus sur Reddit, parce que c'est clairement aussi le rôle de Reddit dans les spoilers, c'est très important, mais Reddit avait déjà sur le subreddit Soldier Dan Crate, c'est le Reddit de tous les spoilers de Star Wars suite à The Last Jedi. Et ils avaient, dès l'été dernier, spoilé toutes les grandes lignes des intrigues de The Rise of Skywalker. Et il s'avère que moi j'avais tout lu parce que la retcon qu'on voyait déjà dès la première bande-annonce m'avait vraiment refroidi et j'y étais allée vraiment ultra perdante pour le coup. Et en lisant tout ça, je me suis dit c'est ultra décevant. Du coup, je vais arriver dans la salle et je serai pas déçue. Au pire, je taperai dans le siège parce que ce sera mal exécuté. Mais ça a pas marché. Ben justement, ça a pas marché parce que j'ai tout oublié, du coup. Donc c'est con. Mais il y a plein de gens qui, du coup, se sont dit ah bah merde, c'est vraiment comme les leaks et qui, du coup, ils sont allés à la fois et qui en sont sortis déçus en même temps. Bah ouais, mais on était préparés. Et du coup, pour Wonder Woman 84, j'ai lu les leaks en me disant moi je serais préparée à la déception et à chaque fois que j'y repense je suis encore de plus en plus déçue par ce que j'ai lu quoi. Et c'est vrai que là Wonder Woman c'est limite pour limiter les dégâts de mon ressenti pendant ces scènes parce que clairement si la moitié des leaks qu'on a lu se produit dans le film, moi je vais péter un boulon dans le cinéma de nullité quoi. Ouais, mais t'as une double confrontation interne, c'est que d'une part t'as lu donc t'es au courant, donc effectivement que ce soit bien ou pas bien, tu te prépares à la chose, ou de l'autre côté c'est t'as lu, t'es au courant mais tu dis il y a moyen qu'il y a quand même des différences, que tout ne soit pas truc et que je sois quand même surpris. T'as toujours l'espoir que ce soit différent et en soi c'est un spoiler parce que t'as lu un truc, tu penses que ce sera ça mais en fait plot twist c'est pas ça, du coup c'est le spoiler dans le spoiler en fait. Je joue avec le feu, par exemple tu vois Joker, il y a une grosse différence entre le script que j'avais lu et c'est Zazie Beetz et notamment le twist dans Joker quand il découvre que quand Zazie Beetz quand il se pose dans son appartement. Je vois ce que tu parles. C'est ce que je veux dire quand il est dans son appartement et qu'il la voit et qu'elle est flippée, techniquement, il y a une scène qui était plutôt inverse où c'est plutôt lui qui débarque dans l'appartement et qui voit le personnage de Zazie Beetz, donc Sophie Dumont en train de coucher avec un mec et c'est là qu'il se comprend que son histoire d'amour en fait effectivement il se l'était inventé. Donc là tu l'apprends d'une autre façon que c'était inventé aussi dans le film, mais t'avais quand même une différence majeure. Donc même si j'étais au courant de tout le déroulé, je savais quand la scène du meurtre la plus graphique allait arriver, je savais déjà qu'elle était très graphique, j'attendais de voir comment, tu vois. Par contre t'arrives quand même à être surpris parce qu'effectivement il y avait eu quelques changements mineurs opérés parce qu'ils avaient une méthode de travail où ils changent. Apparemment ils faisaient des petites réécritures chaque jour sur le set. Comme beaucoup de films effectivement. Mais même au montage apparemment Bradley Cooper et Todd Phillips, je crois qu'ils étaient très impliqués dans le montage. Tout à fait. C'est ce qu'a dit récemment le monteur du film. Mais non, moi je comprends très bien ce que vous dites et ça partie de ce que je disais au début du podcast sur le côté critique 2.0 où tu veux plus voir l'exécution. Mais personnellement, je considère qu'à la limite, ça appartient plus à Reddit qu'à un site journalistique.
Tu vois, Reddit, c'est une plateforme communautaire où justement tu as la garantie de l'anonymat et où tu peux te permettre de entre guillemets violer la loi, puisque c'est quand même pas forcément très légal de balancer ce que tu as vu en projection presse. On te fait signer des contrats avant quand tu es un journaliste, les fameux NDA, tu vois. Voilà, nous, spoiler alert, on va voir Birds of Prey en avance. Il me viendrait jamais à l'idée de vous décrire l'intrigue de Birds of Prey point par point pour vous préparer à ça, tu vois. Personnellement, quand justement moi ça ne me dérange pas, je me mets très bien à la place de gens qui justement savent où trouver l'info et peut-être qu'ils n'ont pas envie de se divulgacher, mais comme l'info elle est là, encore une fois, ils vont peut-être parce que par conditionnement ou par obligation, ils vont quand même aller lire, tu vois. Et c'est vrai que moi, c'est une lutte quotidienne de ne pas lire les lignes de Wonder Woman 84, parce que je préfère justement avoir mon petit nanar dans la salle, me dire putain c'était naze quand je suis sorti, et pas me dire bon bah comme prévu c'était naze, tu vois. Et c'est l'un des rares films justement où ce cas-là s'applique à moi, parce qu'en général effectivement ça ne me dérange pas, je me suis spoilé tout Star Wars 9 en avance, de la même façon d'ailleurs que les éléments de scénario antérieurs peuvent aussi corriger le discours de façade, puisque par exemple depuis on a appris que soi-disant Abrams en fait il était grave pour Rustico, qu'en fait Abrams il trouvait que la scène de jetpack était ridicule, qu'en fait Abrams donc on peut aussi un petit peu tricher avec ce discours en présence, de la même façon que Joker justement. La scène de Zazie Beetz, selon comment tu l'apprends, elle peut être plus ou moins interprétée comme un meurtre ou pas. Sauf que on sait que c'est pas un meurtre. Voilà, dans le script, pour le coup, c'est assez évident. Parce que dans le script, en fait, il y a une scène qui a été coupée où tu vois Zazie Beetz, enfin Sophie Dumont, en train de regarder la prestation de Arthur. Oui, chez Murray. Ouais, tout à fait. Mais tu vois pas ça, par exemple, si tu le sais, ça guide ton point de vue sur la scène où il sort de l'appartement, tu vois. Du coup, mine de rien, ça va aussi conduire une sorte d'analyse première, mais au-delà de tout ça, moi personnellement je pense pas que ce soit le boulot d'un rédacteur de pop culture de d'écrire un film point par point. À mon avis ça appartient plus justement au forum, ça appartient plus à Reddit, ça appartient plus à 4chan ou compagnie, ou même à des podcasts éventuellement, tu vois, pour essayer de décortiquer. Mais moi je considère que si tu mets une bible en ligne où tu te donnes toutes les infos, tu prends le risque que tout le monde aille le faire, et du coup le fait est que t'es un peu partie prenante du spoil, du vrai spoil pour le coup, pas juste d'une surprise. Et c'est marrant parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que, en mode de théorie du complot, que Disney aurait fait en sorte d'ouvrir un petit peu les vannes à Alix pour Rise of Skywalker pour rassurer les gens concernant tout ce qui appartient à Palpatine et tout ça. Il y a des gens qui pensent que en fait c'est Disney qui aurait orchestré un petit peu tout ce qui est leaks et tout ça. Et en soi c'est pas con, parce que c'est vrai que clairement la présence de Palpatine c'est quand même un... Oui. Non, mais je disais qu'il y a des gens qui l'ont pas vu en fait, du coup. Ouais, mais attends, pour le tout coup, le monde sait qu'il y a Palpatine, il est carrément sur l'affiche. Ouais, je sais. Mais du coup, tout ce qui concerne les personnages de Palpatine aurait un peu leaké justement pour rassurer les gens quant au fait que J.J. Abrams allait refaire basculer le projet sur les rails et que le film de Johnson était une erreur. Et du coup, il y a vraiment une question qui se pose de est-ce que les studios participent pas à cette culture un petit peu du leak entre guillemets, alors qu'en fait ça leur apporte un buzz. Et c'est vrai que c'est une question intéressante parce qu'il faut se mettre à la place du consommateur. Il est contre les studios techniquement parce que c'est à cause d'eux que son enfance est ruinée. Et du coup, bah, on va le faire en secret, c'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes méthodes que ceux qui dénoncent les studios. Donc en ça, c'est pas con de se dire qu'un mec chez Disney a dit bon, on va faire leaker ce passage précis, comme ça va rassurer les gens. Et c'est vrai qu'après le leak, il y a pas mal de gens qui n'aiment pas The Last Jedi pour les décisions qu'il prend, qui étaient un petit peu rassurés quant à Palpatine. Mais ça c'est sûr, de toute façon, quand on se souvient tous de Batman v Superman, où justement il y avait un faux script qui avait été écrit, et dans l'espoir justement de brouiller les pistes par rapport au scénario qui avait été fait. Ah bon ? C'est Kevin Smith qui en parlait, ouais, tout à fait, rappelle-toi des planètes. Et de la même façon que les trailers justement mensongers sont aussi là, et les feuilles de script mensongères qu'on donne aux acteurs pour éviter qu'un secrétaire un peu fouineur, ou que... Parce qu'encore une fois, tout le monde a Instagram aujourd'hui, tout le monde a... Enfin, moi j'ai pas Instagram, mais il y a des gens qui ont Instagram. Tout le monde a un appareil photo pour prendre ça et mettre ça sur un forum obscur et compagnie, et après le truc fait le tour du monde. Le fait est que voilà, de plus en plus de gens font ça, de la même façon que Damon Lindelof justement ne donnait pas la finalité des personnages aux acteurs sur le tournage de Watchmen, parce que justement il voulait éviter les fuites, il leur donnait juste
une fiche pour l'épisode, ils savaient pas même ce que le personnage allait devenir à la fin. Même, je pense que Yahya Abdul Mateen 2, par exemple, n'a pas forcément été non, lui, briefé. savait pas. Enfin, je crois que lui savait pas. Par contre, Regina King savait ce qui allait se passer pour elle et pour les autres personnages. Looking Parce que Glass, justement, par exemple, il fallait qu'elle le joue comme si elle le savait, mais que l'autre personnage en face qui ignore un petit peu sa vraie nature, c'est normal qu'il le joue en sachant pas ce qu'il est, en fait. C'est plus crédible. Mais Tim Blake Nelson, tu vois, il disait ce personnage, je sais pas ce qu'il va devenir, sauf ça va devenir un tueur en série, j'en sais rien, parce qu'en fait, on m'a rien dit. J'arrive à l'épisode, on me donne mon script, et l'épisode suivant, je sais pas ce qui va lui arriver, en fait. Et du coup, tu comprends à mort le développement, et même la finalité à la fin de Looking Glass, qui pour le coup devient un truc complètement creux une fois l'épisode 9 passé, parce que il y a aussi un côté justement, on va essayer de brouiller les pistes, on va essayer à tel point en fait que la production elle-même avance un peu dans l'ombre, tu vois. Et ça, moi, je suis persuadé que justement des mecs comme Abrams ou Lindelof ou même les Russo en un sens savent très bien ce qu'il faut donner à la presse pour incliner le discours dans telle direction et les attendre dans telle autre direction. Après, sur Star Wars, je pense pas qu'ils soient assez intelligents pour faire ça. Pour moi, sur Star Wars, c'est des branquignoles. C'est les mecs, on fera un débat un jour là-dessus, mais c'est les mecs, ils ont juste écrit un film pour s'excuser parce qu'ils ont choqué des butthurt fanboys aux États-Unis, et puis voilà quoi. Mais pour le coup, tu vois, dans les trucs de comics, moi je trouve ça vachement intéressant que quand Zazie Beetz avait dit en interview, on a réécrit le script du jour au lendemain, etc., que t'as des gens qui étaient choqués en mode quoi, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Alors qu'en fait, c'est complètement normal. Tu vois, justement, c'est une pratique qui est super normale, mais le fait est qu'aussi, et ça participe du discours, de l'attente qu'on peut avoir sur un projet. On a toujours envie, si tu veux, que ce soit super bien structuré, bien organisé, qu'il y ait une direction X, Y, etc. Et c'est pour ça aussi que les gens vont consulter tout ce qui est spoiler. Parce qu'ils ont envie, si tu veux, de se conforter dans l'idée que le truc qu'ils ont imaginé dans leur tête, et c'est un peu ça le problème, tu vois, aille bien dans cette direction, tout en voulant être surpris. Donc il y a vraiment un côté super ambigu dans le public aujourd'hui. Tu parlais de Spider-Man Noir, enfin je veux dire, Spider-Man Noir, c'est peut-être la version alternative de Spider-Man la plus connue avec Miles Morales. Évidemment qu'il serait dans le film. Enfin, moi, j'en ai jamais douté un traître instant, tu vois. Et on était juste content de faire la news. Nicolas Cage sera Spider-Man Noir parce que c'est le putain de Nicolas Cage, parce que c'est le putain de Nicolas Cage. Et les gens qui nous disent, ouais, spoiler et compagnie, mais t'es là, mais gros, spoiler, ça s'appelle Spider-Verse. Est-ce que t'as lu Spider-Verse? C'est un comics au départ, hein. Et dedans, il y a Spider-Man Noir, tiens, curieusement. Et un multivers Spider-Man, t'as forcément Spider-Man Noir, tu vois. Mais il y a des gens pour qui c'était important, tu vois, et c'est à nous aussi, tu vois, de trouver justement une sorte de balance. Mais vous pourrez jamais contenter tout le monde. Non. Et c'est pas pour être pessimiste, mais puis en plus t'as tous les gens qui sont casse-pieds. Je me souviens d'un débat qui avait eu lieu quelques mois après la sortie de Batman vs Superman, où déjà dans la promo on voyait qu'il y avait Superman nulle part. Vraiment, c'est à la Comic Con 2016 où il y avait eu les premières images dévoilées en même temps que Wonder Woman. Enfin, non, Wonder Woman c'est 2017. Enfin, excusez-moi. Mais j'avais dit sur Twitter que oui, machin, j'avais dit machin Superman est mort. Bon, j'avais un petit peu défoncé le film parce que j'avais pas aimé. J'avais dit justement que je trouvais ça assez mal foutu. Et puis il y a quelqu'un qui veut me dire oui, mais c'est du spoiler de dire que Superman est mort et tout ça. Je dis écoute, il est nulle part sur la promo. La promo commence déjà. Il est nulle part. Donc oui, les gens se doutent qu'il est mort. Et la meuf m'avait tenu la jambe pendant je sais pas combien de tweets pour dire mais non, mais c'est du spoiler, nanana. Et en fait, bah non. Enfin, il y avait les premières affiches qui commençaient à tomber. Je lui ai dit meuf, sur la promo, Superman, il est nulle part. Il est nulle part. Tu peux même pas dire que c'est... Non, mais ça m'avait vraiment énervé parce que c'était un débat vraiment de mauvaise foi, quoi. Alors que non, enfin, c'était dès le jour 5 que tout le monde parlait de la mort de la mort entre guillemets de Superman, quoi. Mais c'est parce que t'as vraiment aussi, et sur le web particulièrement, il y a tout de toute façon, mais t'as vraiment des gens qui ont une hygiène personnelle qui est super restrictive parce que eux, par exemple, enfin moi j'ai déjà dit à un mec, mais attends, dans le trailer on le voit ça, il me fait moi je regarde pas les trailers. Et tu vois, je regarde pas les affiches non plus. S'il y a moins de tomber dessus dans le métro, je fais exprès de me mettre en mode avion par rapport à tel projet parce que je veux rentrer dedans vierge de toute information. La question que tu peux lui répondre dans ce cas-là, c'est un peu bête de suivre un site de comics qui couvre l'actualité de ce film parce que du coup, on est concerné forcément par les spoilers directs ou indirects. Mais voilà, il y a vraiment des gens qui sont comme ça. Il y a vraiment des gens qui ne veulent rien voir, rien savoir, etc. Sauf que là, on te dira que tu as peut-être une responsabilité à ne pas faire de spoiler, à ne pas du coup faire d'article dessus. Et c'est là où tu as vraiment une problématique de ce point de vue-là. Je prends un exemple, le caméo récent dans Crisis on Infinite Earths d'un acteur de l'univers DC en film.
impossible de pas en parler quand même, parce que déjà c'était une vraie surprise pour le coup, ça a été très bien Ça a été orchestré, très bien gardé, voilà. c'était très bien gardé. En soi, ça n'a aucune incidence sur le déroulé, donc c'est pas non plus un truc important. C'est pas du tout important. Non, c'est pas du tout important. Non, mais dans le fait, c'est pas du tout important. Mais pour le symbole et pour le geste, franchement, c'est plutôt cool. Pour moi, je me suis dit merde, est-ce que j'en parle ou pas, parce qu'en vrai on est un site leader d'actualité comics machin, si on n'en parle pas, même si c'est volontaire, ça donne aussi l'impression que limite on est passé à côté de quelque chose qui fait pas sérieux, et en même temps tu dis mais je comprends parfaitement que l'épisode vient de tomber aux États-Unis, en France les gens vont pas pouvoir le regarder, légalement ils pourront pas le regarder, mais illégalement ils pourront pas le regarder avant au moins ce soir, et par contre le truc est là, et si je fais pas l'article maintenant alors que tout le monde est en train d'en parler, après ça n'aura plus aucun impact parce que tout le monde sera au courant, et peut-être par des sites qui eux par contre auront spoilé son ménagement dès le titre, alors que toi t'essaies toujours de tu joues sur les mots, t'essaies de faire la balance entre le truc qui en dit assez pour pas être du clickbait, parce que bien sûr qu'on veut que nos articles soient lus, mais on veut pas forcer la main non plus, et en même temps pas trop révélateur, de façon à ce que quelqu'un qui passe dessus mais qui est pas trop au courant en fait n'est pas la surprise gâchée. Donc t'as une double problématique intégrée là-dedans. D'ailleurs, imaginez-vous bien, amis auditeurs, qu'à chaque fois que ce genre de truc là tombe, Arnaud et moi on se tape dessus en mode genre il faut plus mettre ça dans le titre, mettre ça, etc. Parce que justement le titre flou c'est une porte de sortie qui est super facile et qui va pas vraiment rendre compte d'une vraie actualité. Tu vois, si on dit il y a tel acteur dans le crossover Crisis, tu vois, c'est pas la vraie information, c'est juste une porte d'entrée vers l'article qui serait l'information. Mais si on veut intéresser les gens, si on veut faire une accroche qui soit séduisante, il faut toujours trouver une sorte il faut tordre un peu le truc pour que ce soit à la fois révélateur sans forcément gâcher. Enfin, c'est toujours un jeu d'équilibriste assez fatigant. Ouais, puis en tant que journaliste, vous spoilez en fait. Est-ce que vous avez renoncé que vous avez renoncé à l'idée de ne pas vous faire spoiler quoi que ce soit? Moi, ça fait 6 ans que j'ai renoncé. Moi, c'est pour ça que justement, en 1984, je reviens dessus parce que j'aimerais bien, comme le Dr Manhattan, redécouvrir les délices de l'incertitude. Tu vois, mais en général, non. Joker, j'ai pas lu le script justement. Je voulais pas me foutre le truc à l'envers. Et ça a tellement bien marché que justement, quand on est sorti, Arnaud et moi, on savait pas trop quoi en penser parce que justement, on était vraiment confus par ce qu'on venait de voir. Même Arnaud qui avait lu le script pour le coup arrivait à être dans cet état-là. Mais non, personnellement, c'est pas vraiment le problème d'être dans la boucle d'actualité ou pas. Tu peux quand même choisir ce que tu lis ou pas. On est deux à rédiger. Je peux choisir de ne pas lire les articles d'Arnaud. Il peut choisir de ne pas lire les miens. Non, c'est pas vrai parce qu'il relit tout. mais voilà, après il y a des tournures à trouver. Mais après, tu vois, moi je me mets à la place des gens. Tout à l'heure, Océane parlait de ces mecs de Vulture ou des fans de Game of Thrones. C'est super compliqué parce que tu sors d'une œuvre de fiction, t'as envie d'en parler. Tu vois, t'as envie de la partager avec des potes et on n'a pas tous des potes qui partagent nos passions. Moi, j'ai pas de potes qui sont fans de comics. Enfin, pas de potes dans mon entourage les plus proches, on va dire, qui sont fans de comics. J'ai envie de parler de Endgame, j'ai envie de parler de ça, etc. Ben, je vais sur le web, c'est normal, tu vois. Et malheureusement, des trucs comme Twitter n'autorisent pas une balise. Enfin, tu mets une balise spoiler au début de ton tweet. Mais je veux dire, il n'y a pas une sorte de fonction comme sur les forums où tu pourrais genre masquer un contenu, cliquer dessus pour le désactiver, etc. T'as l'option muter les comptes et les mots et les hashtags aussi sur Twitter. Ouais, parce qu'il marche quasiment jamais. Moi, j'avoue que ça avait bien fonctionné pour. Moi, j'ai masqué Kojima et Death Stranding pour pas me faire gâcher le jeu. J'ai quasiment vu tout le gameplay à cause de potes qui font ça autrement, tu vois. Ah oui, il y a l'option les screens de PS4. Voilà, c'est ça. Exactement, merveilleuse fonction qui me fait chier. Mais tu vois, voilà. Et moi, je peux pas en vouloir non plus aux fans de Mandalorian qui ont regardé l'épisode, qui ont envie d'en parler, qui ont envie de dire ah, trop mignon lui, oh putain, vous avez vu Gina Carano et compagnie. Et c'est un peu normal, tu vois, parce que le web c'est une plateforme d'échange. Et tu peux pas interdire aux gens d'échanger sur quelque chose. En plus, pour une fois, c'était un truc positif, quoi. C'était pas tout le monde s'arrachait, c'était tout le monde était en mode ah, c'est trop mignon. Et il y avait une sorte de communion ultra pure autour de ça, quoi. Et puis c'est pas la première fois depuis quelques années que t'avais un vrai rassemblement sur un produit Star Wars. C'est marrant. Par rapport au film, quoi. Après, qualitativement, il y a quand même eu des débats et compagnie, mais c'est vrai que mais cet élément-là en particulier, oui. Il y avait quand même des gens pour dire qu'ils trouvaient ça nul ou trop marketé ou parce que. Non, moi j'ai vu personne se plaindre du design du personnage de bébé Yoda, même son animation, etc. en robotique. Même voir derrière ça. C'était assez merveilleux. Mais même le doublage et tout. C'est vrai qu'effectivement ça a bien fonctionné. Mais tu me diras BB-8, tout le monde l'adore aussi, je pense. Même les vieux connards. Bien les mêmes. Mais tu vois, en plus c'est le web. Donc c'est une universalité. Même si t'es sûr que dans tes potes, tu peux avoir, je sais pas, 30 potes dans ton réseau Facebook et compagnie, ou Twitter, Instagram, etc. Si tu parles d'un truc qui est sensible, c'est tellement grand comme plateforme, il y a tellement des centaines de millions de gens que par rebond, par un tel a liké tel tweet, etc., tu vas te mettre dans une boucle de gens qui n'auront pas vu et qui vont venir te le dire. Je veux dire, faites le test chez vous, si vous avez X% de followers, de fans, d'amis, etc. Dites un truc polémique sur Internet, vous allez voir, vous allez toujours avoir un mec qui va vous dire non. Tu citais une meuf, que tu dis un truc
un truc féministe, t'as toujours un mec qui va dire ouais, mais tous les mecs, etc. Tu vois, alors même que tu connais pas le gars, hein, c'est un inconnu qui débarque chez toi. Je veux dire, mais même moi, tu vois, alors je suis pas une meuf, je tweete un truc sur les films Ghibli, t'as quand même 2-3 connards qui vont dire ouais, Ghibli c'est nul, tu vois, salut les frères. Mais tu vois, parce que c'est le web, en fait, c'est tellement universel, c'est tellement large, il y a tellement tous les profils que, à moins vraiment de faire des barrières très nettes, comme Facebook pour le coup, tu vas forcément t'attirer entre guillemets le regard d'un mec qui n'aura pas vu. Alors que toi, tu veux juste en parler avec tes potes, qui sont ton entourage le plus proche, qui sont des communautés qui, comme toi, ont vu le truc en question. Mais par exemple, voilà, le coup du Mandalorian, moi je me mets à la place d'un mec qui aurait vraiment voulu découvrir la série au moment de l'arrivée de Disney Plus en France, mais le gars, c'est mort, c'est mort. À moins de parler à personne, ou en tout cas de pas se connecter sur Internet. Oui. Et encore, Jon Favreau a quand même bien fait les choses parce que tout le monde s'était plaint que le merch de Baby Yoda mettait son temps à arriver. C'est lui qui a dit bah non, faites-le en mode surprise, vous n'en parlez pas. Quitte à lancer le merch un peu plus tard, les gens l'achèteront quand même quoi qu'il arrive parce que c'est Baby Yoda, c'est ultra mignon, c'est le truc le plus pur de la Terre. Et en fait, bah, ça a marché parce que si Disney avait fait comme d'hab en lançant tous ses jouets, toutes ses peluches dans The Mandalorian avant la diffusion, on se serait tous fait spoiler Baby Yoda. Mais en l'occurrence, Jon Favreau a dit non, rien avant le début de la série. Et il a eu raison, parce que du coup, on a tous été ultra surpris devant le dernier plan du premier épisode, parce que je pense que personne s'attendait à voir ce truc vert dans le berceau. Et en soi, je trouve que Jon Favreau a vraiment bien géré sur ce coup-là, parce que grâce à lui, on aura eu un peu l'effet de surprise un peu plus longtemps, quoi. Oui, après, il faut qu'on arrête de parler de Star Wars, par contre. Oui. Non, mais c'est un bon exemple du spoiler. C'est comment Baby Yoda, c'est quand même un exemple de spoiler bien gardé, quoi. Et chez Marvel, ça se fait rare, quoi. Je pense à la fin d'Infinity War, mais pour tout le reste, c'est quand même un peu prévisible ce qu'on a depuis. Enfin, Ant-Man and the Wasp, c'était ultra prévisible. Non, MJ à la fin de Homecoming, pour le coup, moi j'ai plein de potes qui n'avaient pas capté le truc, tu vois. Là, moi je parle d'après Infinity War. Mais t'as pas encore grand chose qui est sorti après Infinity War. La toute fin de Far From Home, c'était pas forcément évident, tu vois. Oui. Le cliffhanger de Far From Home. Voilà, tu vois, par exemple. Non, ils arrivent encore à faire des trucs, c'est juste que comme c'est moins médiatisé que Star Wars, et que dès qu'il y a un truc, dès qu'on va faire un truc, on va dire que c'est de la merde, alors qu'on dirait toujours que Star Wars c'est du génie dès qu'ils ont réussi à faire un truc bien. Mais le fait est, tu vois, moi je reviens aux comics, tu vois. Océane nous demandait est-ce qu'on aime bien, est-ce qu'on arrive encore à être surpris. Moi je trouve qu'il y a des mecs qui arrivent vraiment à serpenter entre tout ça. Tu prends la fin de Walking Dead par exemple, d'ailleurs très bon podcast sur France Inter, Walking Dead. Tu vois, pour le coup, le mec a vraiment réussi à serpenter et à se jouer de tous les codes de la promo, de la preview, etc., de tout ce truc-là, de la sollicitation, des catalogues de commandes et compagnie, pour faire un vrai truc qui, pour le coup, tu ne pouvais pas le divulgacher. Donc, en fait, c'est même encore possible de le faire, comme Mark Miller avec son American Jesus là sur Noël, comme le trade de Firepower. Mais tu vois, voilà, il y a encore des mecs qui arrivent vraiment intelligemment à esquiver cette culture du spoil, quoi. Ils sont pas très nombreux, mais le truc, c'est qu'en plus, ce qui est vraiment particulier par rapport là on fait juste une parenthèse sur le comics, mais c'est vraiment ce système en fait de communication à l'avance, c'est-à-dire qu'aux États-Unis tous les mois les éditeurs font ce qu'on appelle les sollicitations, où ils te disent en fait quels sont les numéros qui vont arriver dans 2 mois pour que les lecteurs puissent passer commande auprès des comic shops de 8 mois de décalage. Et du coup on est au courant, entre guillemets, pas le droit d'en parler avec la majorité des lecteurs de comics en France, parce que la majorité lit quand même que de la VF, et la VO ça reste très minoritaire, et donc en fait on ne peut pas en parler pendant encore 7 mois puisque ça sort en juin. Et donc t'as un énorme problème de je sais pas si t'as le mariage de Batman et Catwoman pendant des mois. C'était compliqué. Pendant des mois, tu dois faire en sorte, parce que tu continues à parler de l'actualité VO, et l'actualité VO elle est au moment présent, et tu sais que l'actualité VF, tu la retrouveras que dans 6 à 8 mois. Donc c'est-à-dire que tu as une durée pendant laquelle, quand tu continues à dire, bah voilà, dans le nouveau Batman qui arrive cette semaine, des suites du mariage de Batman. Bon, en fait, il a pas été. Alors, Damian Wayne aussi. La mort et la résurrection. La mort de Damian Wayne. Non, mais la mort de Damian Wayne avec Batman Inc. C'était un calvaire. C'était vraiment un horrible calvaire à supporter, quoi. Et tu vois, et t'as vraiment ponctuellement ce genre d'événements qui sont très très difficiles à aborder là-dessus, et parce que quand un lecteur VF vient te dire sur une news VO, putain vous m'avez spoilé les gars, je sais pas quoi, vous aurez pu prévenir ou fallait pas en parler, tu fais bah mais mon gars t'es sur une news VO en fait, donc si tu te places dans une temporalité qui est 6 mois en avance sur la tienne,
faut pas t'étonner que nous on parle de quelque chose qui est pourtant devenu hyper banal. Je veux dire, le non-mariage de Batman Catwoman, au final, c'était un non-événement. On y espérait un petit peu, mais au final c'était un non-événement. Après, c'était voilà, tu peux en parler normalement, tu devrais pouvoir en parler normalement. Sauf que mais les lecteurs d'Urban Comics ils sont pas au courant. Et c'est pareil pour, je sais pas, pour Empire qui va arriver chez Marvel, pour la conséquence de War of the Realms ou d'Absolute Carnage. Techniquement, ils font Ravencroft, ils commencent déjà à faire les conséquences. Ouais, mais Absolute Carnage, ça arrive cet été, je sais pas, Nini. Tu peux pas en parler. Sachant que du coup, la spécificité de notre métier à nous, c'est qu'on est journaliste comics, qui est donc la bande dessinée américaine, sur un marché français qui a donc cette période de décalage, sauf que on prend notre actualité parce qu'on n'a pas de source nous-mêmes chez DC, Marvel et compagnie, enfin apparemment Arnaud travaille le truc et tout, faut pas le dire, mais voilà, le fait est que notre actualité, on va la puiser chez les comic books, chez les Bleeding Cool, chez les CBR, etc., qui eux, pour le coup, ne prêtent que de la BD anglophone. Du coup, ils n'ont pas cette période de décalage. Quand DC Universe Rebirth 1 sort, et qu'on sait que le Dr Manhattan va être dedans, tout le monde Newsarama va le titrer, que CBR va le titrer, CB va le titrer, sauf que nous, l'actualité que ça concerne va être décalée de 8 mois au moment où le tome 1 va sortir, où le tome où le truc va sortir en magazine et compagnie. Du coup, on est un peu obligé, si tu veux, de faire l'autruche pour pas annoncer des trucs parce que les gens du coup n'ont pas forcément quand même le chemin qui va mener vers ça. Et en plus la sélectivité de la VF fait qu'il y a des trucs qui arrivent pas en VF, qui arrivent pas en VO, etc., qui arrivent qu'en VO, etc. Et le lecteur VO est super réduit en France. Donc du coup de toute façon on est un petit peu obligé justement nous de s'adapter au code du marché français. Après, la politique en vigueur chez Comics Blog, c'est qu'une fois que c'est sorti en VF, c'est sorti en VF. Vous pouvez faire le choix de ne pas le lire, mais si là vous nous dites quoi, Batman et Catwoman ils sont pas mariés, mais vous m'avez gâché, on a envie de te répondre, gros, si t'avais envie de le lire, c'était disponible, fallait y aller, maintenant stop. C'était disponible il y a 6 mois. Ouais. Ça me rappelle tout le tollé qu'il y avait eu quand le Spider-Man était mort. Et que là t'avais Ultimate Spider-Man. Dans Ultimate, ouais, avant l'arrivée de Miles Morales. Peter Parker. Où vraiment là c'était une news nationale même en France, alors que la BD venait tout juste de sortir aux US. Je me souviens de BFM qui avait fait un sujet dans sa matinale, et donc aux États-Unis, un grand événement chez les comics, c'est que Spider-Man est mort. Alors évidemment c'était très mal expliqué, et puis ils vendaient ça en mode ils ont tué Spider-Man, et quand t'écoutais la chronique ils disaient mais attention, c'est uniquement dans l'univers Ultimate, parce que voilà, et du coup ils faisaient un petit peu leur beurre dessus. Mais je me souviens de ma réaction. Genre, ma mère m'appelait du salon, genre, Océane, il parle de Spider-Man qui meurt dans les BD. Et j'étais en mode, comment ça ils en parlent en France? Comment ça ils en parlent dans le 20h de France 2? Genre, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pour moi, c'est un des spoilers, c'est moins bien gardé parce que c'était Spider-Man et que forcément et tout ça. Et puis ensuite, et en fait, j'avais l'impression que personne ne comprenait que comme c'était dans l'univers Ultimate, c'était un univers un tout petit peu à côté, que c'était pas 616, quoi. Faut pas leur demander de comprendre le multivers si déjà les mecs arrivent pas à comprendre la différence entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Hein. Mais rien que le fait rien que le fait qu'ils parlent d'une mort de comics dans un journal télévisé écouté par 7 millions de personnes, dont la moitié qui sont des personnes âgées qui mangent leur plateau télé en maison de retraite, tu vois, j'étais en mode ouais, ok, il y a un nouveau stade dans le spoiler qui vient d'être passé, en fait. Mais c'est vrai que ça, pour le coup, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, parce que BFM fait pas des brefs sur Spider-Man tous les jours, mais il y a un truc dont on a déjà parlé, c'est que le fait est que maintenant la culture comics est mainstream. Enfin, en tout cas, la culture des comics au cinéma est mainstream. Elle devient plus mainstream. Voilà, il y a de plus en plus de sites, de jeux vidéo, d'actu pop ou geek, comme ils disent eux-mêmes, qui vont aller puiser dans notre terreau. Sauf que eux, justement, vu que c'est pas leur fonds de commerce, ou que peut-être ils ont aussi les impératifs de clic dont on parlait tout à l'heure, eux vont être beaucoup moins précautionneux. Genre, pour le coup, moi, l'article sur David Espert dans Lucifer, je l'ai vu ailleurs. Et il n'y avait pas spécialement de retenue sur la balise spoiler. Ce qui m'étonne, c'est qu'eux, on leur dit rien, parce que justement, eux... Tu l'as peut-être pas vu, t'es pas allé regarder de fond en comble s'ils n'avaient pas eu des commentaires ou des retours. Ils faisaient des trucs où il n'y avait pas de commentaires sur la page. Après, j'ai pas été voir leur page Facebook ni Twitter, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'a priori, c'est peut-être moins grave pour eux, parce que nous, on a une communauté de fans qui est vraiment des fans assidus de comics et qui du coup prennent ce sujet-là au sérieux. Parce que si tu suis un site de jeux vidéo pour le jeu vidéo et quand on t'apprend que un tel acteur sera un tel personnage dans le prochain Spider-Man, t'as envie de dire oui, c'est cool, mais je m'en fous, je vois même pas qui c'est, tu vois. Donc peut-être qu'ils sont moins nombreux ou moins vociférants parce que c'est pas leur sujet de prédilection. Par contre, si, je sais pas, Gameblog fait demain, à la fin de Cyberpunk 77 et compagnie, là évidemment ils vont se faire engueuler, que nous, si on le fait, tu vas avoir 3 mecs qui vont dire enfoiré, etc. Mais la plupart des gens, ils vont surtout pas comprendre pourquoi on parlerait de Cyberpunk de 77 sur tu connais Street Fantasy? Oui, non, mais je veux dire sur Comics Blog, oui, bien sûr. Il y aurait pas de raison d'en parler. Ouais, et moi je pensais aussi à l'aspect critique, parce que du coup, moi en fait, j'écris pas de news, mais j'écris des critiques. Ouais. Et c'est vrai que je me pose souvent la question, notamment pour les chroniques de Cliffhanger, parce que c'est de l'écrit, donc
à l'oral, t'as moyen de te rattraper un petit peu et tout ça, mais c'est vrai qu'à l'écrit, une fois que c'est écrit, bah, tu peux plus revenir en arrière techniquement. Et je me suis posé la question parce qu'en ce moment, j'écris la critique de Jojo Rabbit de Taika Waititi. Donc là, on va faire gaffe à ne rien spoiler. Mais voilà, donc justement, et en fait, je me pose la question, et je pense qu'Arnaud, tu as vu le film, donc tu comprendras de quoi je parle, mais est-ce que je parle de ce qui se passe dans le 3e acte ou pas, sachant que c'est ultra spoiler, que il y a une sorte de shock value, clairement, le film joue dessus. Et je me dis, est-ce que je parle de ce qui se passe dans le 3e acte dans ma critique, ou est-ce que, voilà, Arnaud hoche de la tête en disant non, mais est-ce que je mentionne même l'idée que dans le 3e acte, il se passe des choses qui sont assez hardcore comparées au début du film. Et du coup, tout est là, c'est de dire, est-ce que je précise au début, attention spoilers, ou est-ce que j'y vais en disant, je vais être un petit peu vague et le public comprendra qui pourra, quoi. Et c'est tout un jeu d'équilibriste, parce qu'en soi, j'ai envie de dire, tu débarques dans Jojo Rabbit, t'as l'impression de voir un peu une farce façon Wes Anderson, mais qui devient de plus en plus noir et tout ça. Mais c'est rien que le fait de dire que ça devient de plus en plus noir, de plus en plus sombre, c'est pas déjà un spoiler en soi. C'est déjà un indicateur de ce qui se passe et ça te prépare à... Après, je rappelle que le film se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a Hitler dedans et les jeunesses hitlériennes. Donc bon, tu te doutes que sous l'humour, il se passe des trucs un petit peu plus dark. Ça va mal se finir a priori, oui. Je l'ai pas vu moi, donc je spoil rien, vous inquiétez pas. Mais je dirais rien. Mais en gros, c'est un dilemme que j'ai depuis que j'écris des critiques, donc ça va faire depuis 2012, ce qui ne me rajeunit pas, mais... Bon, ça va, t'as pas 30 ans. Mais oui, presque. Mais c'est un débat que je me pose, et c'est vrai que quand je sais qu'il y a des choses à spoiler, je précise. Mais c'est vrai que quand il n'y en a pas, du coup, je me dis, est-ce que je parle de ça parce que ça me permet d'exprimer un point de vue bien spécifique. Notamment, j'ai écrit la critique de Scandale, donc Bombshell, qui est sortie et qui parle du harcèlement sexuel chez Fox News. Est-ce que je spoil le film, sachant que c'est une histoire vraie ? Oui. Et je reviens au débat de tout à l'heure, mais du coup, je me retrouve à dire, du coup, je précise dans ma critique que le mec s'est fait virer. Parce qu'en soi, il s'est fait virer, et Roger Ailes, depuis qu'il s'est fait virer, il est mort 1 an plus tard. Donc autant te dire que quand tu vois le film, tu vois à l'écran un mec qui est déjà mort. Même si les panneaux à la fin ne le précisent pas d'ailleurs, parce que je trouve ça assez étonnant. Mais du coup, je me dis, est-ce que je précise au public qu'à la fin, il finit par se faire virer, ou est-ce qu'il faut qu'ils le découvrent d'eux-mêmes ? Et je me casse la tête parce que parfois, il y a des gens qui viennent me dire, attention, c'est un peu spoiler, j'ai envie de leur dire, mais c'est une histoire vraie. Ouais, c'est comme sur... Tout ce que vous voyez, ça s'est réellement produit. En plus, tu sens que le film, il te balance c'est une histoire authentique, c'est une histoire vraie, machin et tout. Du coup, en fait, je suis grave perdue, quoi. C'est comme sur un film de guerre où, je sais pas, il y aurait une mission qui retracerait une célèbre bataille, une célèbre mission où on sait à la fin que les Allemands ou les Américains ont perdu ou machin, et que... ou gagner, et tu dis oui, enfin Pearl Harbor, on sait que la base se ferait canarder par les Japonais, tu vois. Après, il n'y a pas grand chose à spoiler dans Pearl Harbor, heureusement, mais... Non, mais c'est ce genre de choses, tu vois. Yeah, bien sûr. C'est là justement, moi j'avais vite fait Tarantino, après je vais revenir sur ce que t'as dit, mais tu vois, par exemple, pour le coup, moi à la fin d'Inglourious Basterds, j'étais soufflé. Parce que tout le film, je me suis dit, mais enfin, ça se passe pas comme ça, tu vois, on sait très bien qu'à un moment donné, ils vont perdre, et que leur super plan, etc. Moi j'attendais de les voir crever, en fait, les héros, et d'un coup, ils rafalent Hitler, et j'étais en mode genre... Qu'est-ce qui se passe? Ça m'avait rendu fou. Mais je suis grave d'accord avec ce que tu dis, et pour le coup, c'est pour moi en fait deux sujets, c'est deux types d'articles différents, parce que tout à l'heure on parlait du fait que tu as vu une œuvre, t'as envie d'en parler, t'as envie d'en débattre, de la décortiquer, etc. Mais il faut penser au mec qui ne l'a pas vu. Du coup, personnellement, j'ai tendance à penser qu'une critique, c'est pas forcément juste un étalage de points qualitatifs un par un, c'est aussi une sorte de grille de lecture sur comment tu peux aller, enfin d'un point de vue personnel, tu peux aller justement aller lire une œuvre. Et pour le coup de Joker, j'avais essayé de faire un truc où je donnais mes clés de compréhension. Il se trouve qu'elles n'ont pas été partagées par tout le monde, mais voilà, j'ai donné mes clés de compréhension et mon appréciation du film. Mais en fait, si j'avais voulu écrire un papier dessus, il aurait fallu que je revienne sur des points plus factuels. C'est ce qu'on a fait en podcast, heureusement on a la chance d'avoir ça nous, tu vois. Mais pour le coup, moi je pense que c'est deux types de papiers différents. Tu peux avoir une critique justement spoiler free qui va juste être une sorte de grosse analyse à chaud ou à froid avec tout ce qui est technique et compagnie, mais sur des points plus précis, et c'est limite justement des éditoriaux en fait. C'est là que tu reviens sur comme Arnaud l'avait fait par exemple avec le DCEU, c'est là que tu reviens sur l'histoire, la vraie histoire de programmation d'un projet, la production qui va avec, qu'est-ce que ça implique au niveau de la vraie vie, de sa réception, etc. Et à mon sens, tu peux faire une critique spoiler-free, mais si justement tu veux revenir sur un point plus précis, il faut juste dire au début du truc, si vous ne l'avez pas vu, allez-vous-en. Parce que par exemple, quand on avait vu avec Corentin les 6 premiers screeners de Watchmen,
Et, Ah, putain, et, la torture. déjà, dès le premier épisode, bon, à la fin, t'es en mode ok, genre, ça va être compliqué. Ensuite, de ne t'avances. pas en parler, ça va être compliqué. Voilà, déjà de pas en parler, mais en plus dans ta critique, de faire en sorte que ça reste quand même vague aux yeux du public pour pas qu'ils comprennent et que tu... Parce que mon but, c'est pas de spoiler les gens, c'est pas de leur gâcher le plaisir, quoi. Ça me fait chier. Je le fais déjà suffisamment involontairement pour qu'en plus, je le fasse. Et puis, genre, la saison avancée. Et puis, genre, t'as l'épisode 4, ok. L'épisode 5, tu te dis, oh putain, alors là, ça va être compliqué de ouf. Et là, t'as l'épisode 6, tu te dis, ok, mais c'est mort, comment je peux écrire dessus sans spoiler le public? Et franchement, j'ai galéré sur Cliffhanger. Et même pour ma critique chez Hyperlink, où je bourdouillais comme une ouf parce que j'étais en mode putain, mais je vais spoiler, j'étais en panique. Et le truc, c'est que, en plus, en voyant après les 3 derniers, je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai écrit, c'est ok, ça reste cohérent. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir tout vu, en fait. Et du coup, genre, si je réécrivais un papier, bah, cette fois, je spoilerais ce qui se passe dans les 6 premiers. Parce que du coup, ça participe à l'appréciation globale, en fait. Moi, je pense qu'il faut les deux, hein, vraiment. Il faut, parce que t'as des œuvres aussi où si tu parles pas de certains éléments, où tu dis merde, si je parle de ça, c'est un spoiler, bah, tu te retrouves avec rien à dire. Et tu peux pas juste à dire l'histoire, elle est bien, elle a des rebondissements. Ah, ça, je suis t'arrêtes. Non, mais pas persuadé. forcément, tu as un exercice à faire, mais c'est là aussi où que l'exercice. Bon, je vous renvoie de toute façon aux Opels sur la critique pour plus de détails, mais on dit aussi c'est que tu as vraiment un exercice là-dedans, dans le fait d'avoir ton angle et de choisir du coup quel élément scénaristique tu peux te permettre de prendre en compte là-dedans ou pas. Après, si tu décides de faire une critique avec spoilers et que tu préviens directement, ça facilite la chose. Mais si tu veux faire une critique où tu te dis garantie, je ne vous spoil rien de trucs. Par contre, effectivement, je vais sous-entendre qu'il y a telle ou telle chose qui a son importance, tu vois, tu dois bien jongler pour... Bah, là, actuellement, je planche sur la critique d'un film qui sort mercredi prochain, qui s'appelle Les Traducteurs, de Régis Ponsard. Oui. Vous en avez peut-être entendu parler. Et en fait, en voyant le film en projection presse, il y a le producteur du film, donc Alain Attal, qui est venu nous voir, nous les journalistes dans la salle, en disant, dans vos critiques, s'il vous plaît, ne spoilez pas les différents twists, qui a fait le truc et tout ça. Et en fait, j'étais en mode... déjà, c'est un peu suspicieux parce que si tu comptes sur les journalistes pour pas le faire, c'est qu'a priori, ça veut dire que tout ton truc repose sur cette narration. Et spoiler alert, bah, au final, effectivement, genre, si tu parles pas des spoils, bah, ça sert un peu à rien de parler du film. Et du coup, je me retrouve dans une situation où j'ai pas envie de spoiler le public. Mais déjà, de base, moi, j'avais compris très très vite tous les ressorts et tous les enjeux du film. Mais comment je retranscris ça dans ma critique? Parce que peut-être que des gens vont pas voir tel twist arriver, en fait. Du coup, si je me retrouve à dire le film est ultra prévisible, vous allez tout deviner, machin, bah comment tu veux faire comprendre au spectateur que c'est super prévisible, en fait? Et honnêtement, en ce moment, je galère vraiment. Parce qu'en plus, il y a des points que je trouve vraiment indigents dans le film, mais je peux pas en parler. Ouais, du coup, Rien que de dire que tel acteur ou telle actrice livre une grosse performance, c'est un spoiler en soi. D'accord. Parce que ça veut dire que tu dois peut-être un peu plus que les autres traducteurs. C'est une galère à écrire, vraiment. Bien sûr. Et bah, j'invite tout le monde à lire mon papier une fois qu'il sera sorti pour que vous me disiez si vous trouvez ça spoiler. Mais en l'occurrence, c'est typiquement un film français qui te dit SVP, ne spoilez pas l'intrigue et tout ça. Et au final, bah, je me dis que je savais vraiment rien du tout du film. J'avais même pas vu la bande-annonce, juste l'affiche, qui en soi te raconte un petit peu ce qui se passe dans le film en mode... la tagline, ouais. Non, mais c'est en gros, c'est un script d'un bouquin qui fuit et on sait pas quel traducteur l'a fait. Voilà, c'est vraiment... Et en plus, je trouve que la structure ressemble beaucoup à Knives Out, mais sans spoiler... de plus. Ouais. Justement, même pour Knives Out. Elle va les empiler. Non, mais voilà, j'empile, mais même pour Knives Out. J'essaie de l'arrêter, mais continue, tu vois. Mais attends, même pour Knives Out, avant l'avant-première publique, on avait eu un mini message de Rian Johnson qui disait s'il vous plaît, ne spoilez pas. Ouais, sauf que l'affiche elle-même, si t'es pas con, Enfin, ouais. Bon, après, oui. C'est celle qu'on nous projetait, on commençait à essayer de faire des analyses, en fait. Tout était on avait deviné grâce aux positions des personnages sur l'affiche, en fait, tous les deux. Mais en soi, du coup, vous êtes trop intelligent, vous. Mais en fait, tu te dis, non. Tu te dis, mais du coup, est-ce que la production se rend compte que parfois ça peut brider certaines critiques? Parce que du coup, moi, Knives Out, j'aurais beaucoup de choses à dire dessus en entrant plus en détail dans les spoilers, sauf que le réalisateur qui a l'air vraiment, enfin Johnson avait l'air vraiment de tenir à ce secret, hein, en même temps que Metropolitan et Lionsgate qui ont produit le film et l'ont distribué, et de l'autre, pour les traducteurs, moi je me retrouve dans cette situation où t'as quasiment le producteur qui vient te voir en te disant STP ne spoil pas, et du coup je me dis je vais parler de la mise en scène,
qui est pas top, mais ça va pas me tenir non plus 2 paragraphes. Les acteurs sont cool, mais effectivement, si je rentre dans le détail, tout le monde va se rendre compte que peut-être que l'un a plus d'importance que l'autre. Du coup, ça peut être considéré comme un spoiler. La musique est cool, mais ça va me tenir 2 lignes. C'est un peu un casse-tête maintenant d'écrire une critique parce que t'as aussi la pression des distribs parfois pour ne rien dévoiler en fait. Et du coup, ça te rajoute ça au public, à toi-même qui sait pas trop où se situe le curseur. Parfois à ton boss et ensuite au distrib, ça devient un enfer. J'ai exactement le même problème et de façon très actuelle avec Lock and Key puisque je pourrais faire la critique en amont. L'embargo tombera bientôt, mais du coup Netflix m'a fait signer un papier où il y a facile 10, ils font à chaque fois signer, et parfois ils te précisent quels éléments ils veulent pas que tu spoil. Souvent ils disent juste ouais, spoilez pas. Là par contre il y a une liste de 10 items comme ça, et on me dit ça, limite faut pas que t'en parles. Et ce que je trouve presque, alors je les ai plus en tête, mais ça me surprend presque parce que dans une vidéo de making of, de featurette qu'ils ont fait, genre des pages de comics à la série, ils présentent certains éléments qui dans la BD sont des concepts hyper importants, mais que si tu connais pas la série en fait ont un réel intérêt en termes de surprise, et du coup ils te montrent la planche concernée qui est quand même en plus impressionnante visuellement en faisant le rapport avec ce qui est dans la série. Et je trouve ça très dommage en fait de dire aux critiques du coup il y a plein de trucs que vous pouvez pas spoiler, par contre nous dans nos vidéos de featurette on va vous présenter des éléments qui franchement participent vraiment de l'intérêt scénaristique et visuel d'une œuvre. Alors en matière de spoiler extrêmement con, récemment, et c'est pas de leur faute, c'est vraiment la directive de HBO, de la BBC, donc je leur en veux pas, je leur fais des bisous. Mais OCS nous avait envoyé les screeners de La Croisée des Mondes en disant par contre, SVP, ne spoilez pas le 2e épisode, et il se passe ceci dans le 2e épisode. Et du coup, quand t'as pas vu le 2e, t'es en mode bah oui, mais moi maintenant je sais ce qui se passe en fait. Donc c'est con parce que du coup, en plus, il y avait vraiment une description du gros twist qui se passait dans le 2e épisode, et j'étais en mode bah oui, mais du coup, maintenant, moi je suis. En fait, vous venez de me spoiler en me demandant de pas spoiler cet élément. Quoi. Non, c'est pareil pour la C'est le serpent qui se mord la queue. Si j'ai pas regardé la série avant et si j'ai pas lu les comics avant, en fait, je lis les 10e, je fais ah merde, j'aurais peut-être dû attendre en fait de découvrir le truc avant de savoir de quoi j'ai pas le droit de parler. Mais ça, voilà, tu entends parler, c'est les fameux. Alors, il y a un terme français pour ça, mais bon, ça s'appelle grosso modo NDA, Non-Disclosure Agreement. Des embargos. Voilà, des embargos. Un embargo critique, donc effectivement, au départ, c'est juste une date. On te dit, vous n'avez pas le droit de parler du film, vous n'avez pas le droit de donner un avis sur le film avant X date. Il y a une problématique de spoiler là-dedans, puisqu'évidemment, ils veulent pas que ça fuite parce qu'on est à l'ère d'Internet, mais il y a aussi une problématique de contrôler la communication officielle autour du projet. Et ça, pour le coup, c'est un truc qui, sous couvert de spoiler, permet aussi de justifier qu'on va mettre une sorte de de muselière sur le journaliste et le critique pour éviter que ci ou ça soit dit ou fait, etc. Ce qui, pour le coup, moi, je trouve ça un peu bête. Il y a déjà eu des embargos critiques qui se terminaient genre le matin de la sortie du film, tu vois. À 9h en France, ouais. Pour un Infinity War ou un Endgame, ça se comprend, tu vois. Quand il y a des projets comme ça avec de réels enjeux, des énormes attentes. Les critiques sont pas stupides non plus, ils savent très bien. On parle quand même de qu'il y a des personnes et des sites sur cet espace internet qui n'hésitent pas à divulgacher. Merde, je l'ai dit du coup. Donc tu vas manger ton slip. Je vais devoir manger mon slip. Bon bah voilà. Rendez-vous sur Insta. On fera une vidéo. C'est ça. Merde, non, je suis foutu. Qu'est-ce que je veux dire, qu'ils n'hésitent pas à spoiler parce qu'on l'a dit avant, parce que l'attrait, la génération de clics, les choses, tu vois. Donc le troll aussi, je me souviens. Ouais, ou du troll volontaire. Sous le tweet de Marvel qui disait avec la lettre des Russos en mode s'il vous plaît, ne spoilez pas. Ne regardez pas le truc fuité. C'est ça. Et juste en dessous. T'as 10 000 bolos qui postent les putains de leaks, les putains de screens. Et moi, je me suis fait spoiler le gant nouvelle génération. Et moi, j'ai eu des boules. Parce que comme c'est l'outil Twitter qui, dès que t'arrives sur le tweet, la vidéo se lance. Et aussi, oui. Sans le son, en l'occurrence. Ça, tu peux les activer, hein. Mais qui prend ce réflexe, tu vois, enfin je veux dire c'est vraiment super con. Moi je l'ai pris et ça me sauve la vie. Et en vrai ça c'est vraiment non mais c'est vrai que tu as une part de responsabilité personnelle dans ton choix de te faire spoiler ou non ou pas. Non mais bien sûr, mais parce que tu peux pas imaginer que les gens sont des crétins. Tu vois, enfin, pour le coup, c'est vraiment stupide comme attitude. C'est vraiment de la connerie pure. Quoi. Non, mais je suis d'accord que l'attitude d'aller poster expressément les spoilers sur l'espace public, sur les réseaux sociaux, c'est nul comme attitude. Notamment quand ça veut juste nuire en fait au plaisir, effectivement, juste au plaisir de découverte des gens. Après, ce que dit Océane quand elle dit qu'elle mute des mots-clés, tout ça, si tu veux. De la même façon que nous on dit au lecteur VF, allez pas consulter les news VO de préférence quand même, sinon vous risquez de vous gâcher quelques surprises. Si toi tu dis bon, je veux rien savoir d'un film machin, tu peux prendre les directives parce que
tu restes un être humain avec une volonté et donc tu peux faire des choix et les assumer ensuite. Ah Là, ouais tu dis Non. non, mais si, mais par exemple, quelqu'un qui voudrait vraiment rien savoir de Birds of Prey, machin, bah par exemple, ne va plus sur Comics Parce Blog que pendant Birds of Ne Prey, mettre ouais. pas le clip de Ah, Normani et Megan parce que j'ai l'impression que je me suis fait spoiler. une Bah, des il y a, scènes il y a- de- il y a- il y a complètement des, il y a des chiant, extraits quoi. du film qui Ça me du fait un coup, peu ouais, chier, qui... ça, bah pour après, moi, le il y en a du coup qui m'intriguent de Quand ouf. tu Quoi. peux écouter Boss Beach où il n'y a pas de clip. Si, il y en a un, mais du coup, Ah ouais enfin, il est tombé dans la nuit, faut que je le regarde. J'ai pas encore maté. Et c'est du Il lourd. va se faire spoiler. Bah, c'est grave du lourd, mais je l'ai pas encore regardé du coup, donc je peux pas te dire. Mais ça me rappelle aussi, il y a une responsabilité aussi des acteurs. Parce Mhm. que franchement, je me souviens de Maisie Tom Williams. Holland. Non, mais je me souviens de Maisie Williams. Il y a au moment de la saison 4, la saison où elle est avec le limier et que leur dernière scène de saison de première, c'est un peu une sorte de Tarantino avec le poulet dans une auberge qui se termine en massacre. Oui. Je crois que c'est saison 4 ou Oui, 5. peut-être. Je sais plus, mais en Mhm. gros, c'est une longue scène d'1/4 d'heure, qui fait pour le coup, qui fait vraiment très Tarantino. Enfin, je kiffe cette scène. Et le truc, c'est que Maisie Williams, donc qui joue Arya, avait vraiment tout spoilé et des gens lui avaient dit meuf, ok, tu joues dans la série et tout, mais on n'a pas encore vu l'épisode, il est pas encore dispo. Alors elle avait dit Pierre, venez pas sur Twitter, nanana. Mhm. Et j'étais en mode, mais t'es vraiment qu'une grosse conne en fait. Ouais. Non, mais je suis désolée, mais à un moment, Océane règle ses comptes aujourd'hui. non, mais en mode. Ça fait vraiment attitude de petite peste en mode. Viens pas, machin. Ok, mais ça veut dire quoi qu'on doit se priver de tout pour pas se faire spoiler. À un moment donné, il y a aussi une responsabilité de ceux qui spoilent, quoi. Et je trouve ça super injuste. Et par exemple, je préfère largement à Yahya Abdul-Mateen qui, après le fameux épisode 7, avait publié une photo de lui en train d'exploser de rire dans un taxi. Parce que ça veut tout et rien dire. Et que quand tu sais ce qui se passe, ça te fait rire. Mais quand tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas pourquoi il rit. Mhm. Ouais. Et après, bon, la moins d'être Manu. semaine d'après, il avait publié une photo de lui avec le full make-up de on sait qui. Mais donc ça, c'est quand même un peu plus spoiler. Et même Regina King, j'adore Regina King, mais elle spoilait quand même vachement le soir même de la diffusion, quoi. Et en fait, les acteurs me saoulent un peu, et c'est pour ça c'est que les acteurs, moi, je les suis de moins en moins sur les réseaux sociaux, Là-dessus, ouais. parce que même s'ils sont super passionnés par leur projet, ce que je comprends, ils spoilent, quoi. Bah, passionnés, et puis ils veulent forcément attirer l'attention Et aussi, oui, ils que veulent les aussi gens en créer parlent. de la pub et tout ça, mais... Mais si je puis dire, enfin. Je sais pas si tu peux le dire. Non, mais non, non plus, je sais pas. Non, mais les deux points de vue se valent et se défendent. Évidemment, les mecs qui spoilent ne devraient pas spoiler, et les mecs qui se font spoiler devraient être plus prudents. Mais je veux dire, c'est. Ça, c'est Jean-Michel Porte Ouverte. Non, pas du tout, parce que je vais aller plus loin et je veux dire que vous avez tort tous les deux. C'est que. Non, je suis désolé, c'est pas juste une question de masquer les mots-clés, parce que, ok, dans ce cas-là, moi j'arrête de suivre Comics Blog, j'arrête de suivre tous mes potes qui peut-être vont en parler, je me coupe du monde. Enfin, tu vois, genre, je n'évolue qu'en individu, et que je me bouche les oreilles au taf pour pas qu'un mec qui a été voir le film me gâche la fin sans faire gaffe, tu vois. T'es Bah pas, non, obligé ça de marche pas comme ça. t'es pas obligé de te transformer en golem non plus, quoi. Mais non, mais voilà, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité, c'est que justement, il y a pas de juste milieu. Non. Le fait est que, tu vois, comme nous, on le disait tout à l'heure, on parle d'un truc qui a été montré dans un trailer, tu vois, mais le mec qui te répond, moi je ne mate pas les trailers. T'as envie de dire, ouais, mais c'est pas mon problème en fait, gros. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et à la fois, il a pas tort non plus, parce que justement, si tu veux pas tout divulgacher, mais que t'as quand même envie de savoir ce qui va se passer dans 6 mois, dans 8 mois, etc., bah tu vas suivre le site d'actualité, mais le site d'actualité est pas au courant de tes préférences personnelles, tu vois, et c'est pas un QCM que tu fais remplir à tout le monde. Il y a quand même une différence, parce que la promo, c'est avant le film, et ce que disent les acteurs qui spoilent, c'est après la diffusion. Non, ça dépend. Ça dépend. Non, Il y a pour le eu coup, des spoils, quand même- il y a eu des spoils antérieurs à ça. Oui, mais en soi, ça veut dire que la production a décidé que c'était ok. Donc, Tu moi, te souviens de Don Cheadle qui disait dans Avengers Infinity War, la moitié des gens meurent à la fin et tout. C'était 2 ans avant où tout le monde croyait que c'était une blague. Non, c'était Mark Ruffalo qui Mark avait fait Ruffalo, la pardon, blague ouais. et Don Cheadle qui était en mode Dieu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tout le monde pensait qu'il joue la comédie, alors qu'en fait, non, Ouais, mais ça, tu te rends compte 2 ans après. en mode ouais. putain. Mais voilà, tu vois. Et puis pour le coup, voilà, on parlait d'ailleurs des studios qui savent jouer avec leur image spoiler et compagnie. Mark Ruffalo, qui est quand même un gaffeur de première, et Tom Holland, qui les deux ensemble ont toujours fait des conneries, tu vois. Après, c'est devenu un élément de communication. Genre, on fait semblant d'avoir divulgaché un truc et tout. Et t'es là, pas Ouais, mal, et parfois des acteurs qui mentent du coup expressément pour se révéler, parce que par Tu te exemple. souviens Joaquin Phoenix sur Allociné hein Ouais, ça Je c'était me souviens ouf. de Tom Holland aussi chez Énorme Allociné bâtard. qui avait dit qu'il y aurait une suite alors qu'il n'y avait rien de confirmé. Ça, c'était rigolo aussi. C'est ça, c'est Jason Momoa qui dit clairement non, je suis pas Aquaman. Ouais. T'as effectivement Joaquin Phoenix qui disait à nos confrères d'Allociné, à cette journaliste, du coup, c'était un moment de gêne extrême parce qu'il fait ouais, je vois pas de quoi vous parlez. Enfin, c'est quoi I don't know what you're talking about. Ouais, c'est ça. C'est quoi Espèce de bâtard.
C'est quoi Joker? Ouais, attends 1 milliard et un Oscar après, tu vois. Je pense qu'on devrait il devrait revenir s'excuser quand même. Lui, il devrait faire un Ice Bucket Challenge, tu vois, typiquement, parce que moi, il avait assumé, il avait pris les verres d'eau dans la gueule et compagnie, tu vois. Mais lui, pour le coup, c'est genre non, c'est passé comme une lettre à la poste. Il a juste menti en interview au KLM. Après, ils le font, c'est pareil que Tom Ellis qui joue Lucifer dans la série, qui a fait un caméo dans une série. Je l'ai vu, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vrai. Je l'ai pas vu cette scène. C'est incroyable cette scène. Mais, ouais, est-ce qu'on. J'ai un vertigo à moi à pleurer. Mais j'ai pensé à un truc, tu vois, même par rapport aux articles, et en fait, même par rapport à nous en tant que site, franchement, une idée toute con, c'est que dans ton système de tri des articles, tu puisses intégrer en fait une option spoiler, où tu coches ton article. Si ton article contient des spoilers, tu le coches. Et après, dans les paramètres de consultation du site, tu peux te dire à l'internaute, est-ce que tu veux un site spoiler free? Et du coup, tu cliques oui, et du coup, ces articles-là n'apparaîtraient pas. Je pense, je sais pas si c'est facile à faire ou pas. Je vais peut-être en parler à nos amis développeurs, mais sur les réseaux sociaux, c'est compliqué, je pense. Sur les réseaux sociaux, ça sera toujours un peu plus compliqué, mais au moins sur la homepage, oui, je pense que c'est faisable, honnêtement. Il y a des choses comme ça, des gens qui viennent. Du coup, tu crées un compte Comicsblog avec spoiler, un compte Comicsblog sans spoiler, et les gens choisissent de follow. Ouais, en fonction de. C'est ça. Enfin, tu fais juste une option. C'est juste une bête option d'affichage d'une catégorie d'articles. Non, mais je veux dire sur les réseaux, tu vois, tu crées un compte Twitter Comicsblog spoiler free, Comicsblog avec spoiler. Bon, ça demande plus de travail. Le mec peut masquer, parce qu'il y a quand même cette option masquée qui est géniale. Tu peux masquer le compte CB avec spoiler, et voilà, tu vois. En vrai, ça faudrait juste faire la même. Il faudrait que les réseaux sociaux puissent faire la même chose, c'est-à-dire avoir une option post spoiler ou pas, et que les gens qui s'abonnent à une page disent je veux tout voir, ou alors je veux voir juste les trucs sans spoiler. Je crois pas que ce soit mais à la ultra place compliqué. Il préfère que maintenant on puisse liker les messages privés plutôt que d'ajouter des balises spoiler ou quoi. Puis voilà, encore une fois, c'est pas l'intérêt des gens derrière les réseaux sociaux de pouvoir limiter la diffusion de quelque chose, quoi. Donc Twitter se nourrit du spoil. Mais encore une fois, qu'est-ce qui est spoil, qu'est-ce qui n'est pas spoil? Moi, je considère pas que dire que par exemple Jake Gyllenhaal joue Mysterio dans le film Spider-Man Far From Home, c'est un spoil, mais pour beaucoup de gens qui veulent le découvrir en salle et compagnie, tu vois. Je me souviens qu'on était venu me dire ouais, mais c'est du spoil de dire que Mysterio c'est un méchant, et j'étais en mode. Ouais, non, bah tu vois, voilà, ça. Sans mon silence. Qu'est-ce qui décide? Quand toute la promo de. Oui, parce que toutes les bandes annonces, les premières bandes annonces. C'est pareil pour Lock and Key. Si t'as lu la BD, y a rien qui va te spoiler dans Lock and Key. C'est. The Boys, moi, il y a des trucs qui ont été différemment faits. Mais je veux dire que Homelander soit un gros bâtard, je le savais dès l'épisode 1, tu vois. Et c'est pas du spoil de dire, dans la critique, Anthony Starr, il faut allier, c'est un tueur, etc. D'ailleurs, personne m'a fait chier avec ça, je suis très content. Mais il y aurait très bien pu avoir un mec qui m'a dit, mais attends, Homelander, c'est pas Superman, il est sympa normalement et tout. T'as envie de dire, mais gros. Non, parce que c'était quand même montré dans les trailers, et que The Boys a de la chance, je pense, d'être une œuvre quand même assez lu, on va dire, en France par rapport à d'autres trucs. Ouais, c'est possible, tout à fait. Mais c'est intéressant parce que du coup, moi, dans mon podcast, on parle d'œuvres qui sont un peu sorties depuis un bail. Genre Minority Report, c'est un film, il va sur ses 20 ans. Astérix Obélix, mais Cléopâtre, il a 18 ans cette année. Et pas une ride. Je parle de trucs assez vieux, et pourtant, quand on a fait notre épisode sur Gillian Flynn, j'étais constamment en train de me dire, je suis en train de spoiler Gone Girl, Sharp Objects et Dark Places à des gens qui n'ont peut-être pas forcément vu et tout ça. C'est pour ça que moi, j'ai pas écouté, j'ai pas encore vu Sharp Objects ni voilà. Dark Places. Mais du coup, je me suis posé la question, clairement. Et pour le moment, personne s'en est plaint. Et clairement, je prévenais au début, si vous voulez vous abstenir et tout ça. J'avais précisé les timecodes aussi pour que les gens puissent sauter les parties spoilers et tout ça. Mais il y a une partie de moi qui s'en veut quand même un petit peu, parce que je me dis, si ça se trouve, en fait, j'ai spoilé à des gens. Alors, il y a plein de gens qui sont venus me dire, non, ça m'a intéressé justement pour analyser bouquins et séries ou films. Mais il y a quand même une partie de moi qui se dit, putain, en fait, je suis en train de spoiler des gens, et je me sens un peu mal, parce que pourtant, ça nourrit l'intrigue, et tu peux pas parler de l'intégralité de Sharp Objects sans parler de la fin. Et pareil pour Gone Girl, c'est-à-dire que la fin de Gone Girl, qui est devenue un truc ultra mainstream en mode je vais faire une Emmy Dunn. Là, si vous avez ni lu ni vu Gone Girl, vous allez vous dire pourquoi elle dit je vais faire une Emmy Dunn, parce que c'est ultra flou. Mais pour tous ceux qui connaissent, c'est trop rigolo, machin et tout, quoi. Bien sûr. Et je me posais la question, est-ce que je précise dans mes podcasts, est-ce que je mets des spoilers ou pas? D'ailleurs, j'y pense, on en a fait 2 articles sur le site pour vous inciter à écouter le Walking Dead de Blockbuster avec Frédéric Sigris, Sullivan Rowe, Thierry Mornay, Océane et Philippe Gage. Moi, je spoil un petit peu. Si, quand même. Il y a des trucs par rapport à Invincible, par exemple, qui
enfin si t'es pas trop con et que t'as 2 ronds de bon sens et du jugeote, il y a des trucs que tu devides complètement, et pour le coup ils évoquent légèrement la fin de Walking Dead. Il y a des éléments, je vous conseille pas d'écouter les 10 dernières minutes si vous êtes pas trop au courant de qui meurt et qui survit à la fin, quoi. Mais après, comme dit, c'est sorti en VF parce que pour le coup Delcourt, le dernier tome en français vient de sortir. Mais c'est 33 tomes, enfin tu vois, je comprends très bien qu'un mec oui. soit un peu de retard. Oui, mais c'est 33 tomes, oui, mais qui sont publiés depuis 10 ans, et attends, Walking Dead c'est la plus grosse vente de comics en France. C'est une super émission, il y a pas de quoi. souci. Je suis en train de dire, moi pour le coup, qui n'ai pas lu encore le 33e tome, je me suis légèrement fait gâcher parce que je pensais qu'il se passerait un truc à la fin qui se passe pas, du coup. Non, mais de toute façon c'est la conclusion de ce truc. De toute façon, c'est qu'il y a voilà, il y a pas de ligne tracée avec d'un côté pas spoiler et de l'autre spoiler, et tu peux pas naviguer dans ce monde en faisant juste voilà, c'est pas manichéen. Ouais, donc il y a vraiment tout un tas de parts. Après, j'ai envie de dire, comme pour tout dans la vie, de toute façon il y a rien qui soit tout blanc tout noir, à part ça c'est la conclusion facile de dissertation. Ça c'est genre comme tout dans la vie, 2 points. Comme tout dans la vie, et fini par une ouverture. Carpe diem, voilà. C'est intéressant que tu parles du Walking Dead parce que je me suis posé la question pendant mes interventions, quelles sont mes limites en fait, parce que si le podcast sert à faire découvrir la BD au-delà même de la série à des gens, clairement on dit qu'il y a quand même des différences. Et moi en fait à la fin, Fred Segrist, qui nous fait tous un bisou, il demande c'est quoi votre personnage préféré, et moi je réponds un personnage qui meurt très très vite dans les BD mais qui est encore vivant dans la série. Et du coup, est-ce que c'est spoiler de dire que le personnage meurt dans la BD extrêmement vite et de manière quand même assez brutale, très vite, avec des implications qui pour certains personnages qui sont pas du tout présentes dans la série, ou est-ce que et du coup j'ai quand même dit pourquoi j'aimais ce personnage et les différences et je sais que j'aurais pas pu exprimer clairement pourquoi j'aime autant ce personnage si j'avais pas un petit peu creuser pourquoi en fait. Ouais, bah oui, mais de la même façon que Mornay et Sullivan parlent de Negan, sont obligés de dire que le personnage est quelque chose de grand dans son destin, et quand tu parles justement de son destin, tu parles de sa finalité, donc en parlant de sa finalité, tu dis plus ou moins comment ça va se passer, quoi. Et après, évidemment, tout le monde n'a pas un organigramme chez lui avec des punaises et des fils rouges qui vont d'un point A à un point B, mais de fait, moi je dirais justement, et c'est là que notre travail se trouve justement, que comme pour les critiques, tu vois, il faudrait effectivement séparer un peu et créer plus d'éditorial en spoiler free pour apprécier une œuvre, et après y revenir régulièrement pour ceux qui l'ont vu, justement. C'est ce qu'on fait en podcast, et c'est ce que justement Sigrist fait aussi à sa façon dans Watchmen. Tu vois, quand on a fait le podcast Watchmen, on a dit Ozymandias c'est le méchant. Maintenant, si tu veux, l'idée c'est aussi de faire découvrir Watchmen à des gens. Avec la série, beaucoup de gens ont découvert Watchmen. Et en un sens, quand tu dis ça, tu gâches déjà un twist qui est très vieux, certes qui est publié en France depuis très longtemps, mais tout le monde n'a pas forcément eu le réflexe d'aller la commander à l'époque. Et quand, en tant que journaliste, tu fais découvrir une œuvre, en tant que même que critique ou quoi, et qu'un truc qui est acquis pour tout le monde, t'oublies en fait que pour des gens, ça va aussi être une surprise de découvrir ça, tu vois. Ouais. Et c'est un peu tout le jeu du spoiler. C'est le débat qu'on avait quand on préparait les émissions d'Hyperlink avec Karel et son équipe. C'était de savoir où était la limite pour si tu fais une émission sur Batman et sur Watchmen. Spoiler, c'est celle qu'on a fait avec Arnaud, donc c'est pour ça que je prends celle-là, mais qui était de bons exemples, mine de rien. C'est où est-ce que tu pousses le curseur, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on allait dévoiler qui était le méchant de Watchmen. Ensuite, on a tous développé, enfin aussi moi, une réflexion sur qui est vraiment le vrai méchant. Est-ce que Ozymandias... Tais-toi. On s'est posé les questions en préparant l'émission de est-ce qu'il faut révéler tel élément de l'intrigue, oui ou non, alors que c'est un comics qui va avoir 30 ans, qui a plus de 30 ans, qui va sur ses 40. Et du coup, toute la question se pose, est-ce que 33 ans plus tard, est-ce que tu peux dire que Ozymandias c'est une méchante de Watchmen, quoi? Parce que c'est vrai que moi, quand j'avais découvert le film en 2009, mais je savais pas que c'était lui le méchant. J'ai vraiment tout découvert sur la fin. Je me disais, ouais, il a des vibes un peu de méchant. Mais du coup, en voyant la fin, j'étais en mode, ah, ok, c'est ça qui se passe, quoi. Et je suis quand même reconnaissante qu'à l'époque, quand j'avais 15 ans, je m'étais pas fait spoiler ça, en fait. Et je me dis, pour les gens qui ont 15 ans aujourd'hui, est-ce que ça leur plairait de tous se faire spoiler comme ça pour les nouvelles générations, en fait, qui ont un rapport très différent à nous concernant les spoils? Non, parce que c'est ça, c'est dire, mais parce que si 15 ans tu t'étais plainte qu'on te dise que Ozymandias c'est le méchant, des gens comme nous auraient pu te dire, ouais, t'avais qu'à lire la BD, parce que ça fait 30 ans qu'elle est sortie, quoi, tu vois. Mais c'est vrai, ça faisait 15 ans, mais ouais, il y a encore aujourd'hui, c'est encore plus daté. En 2009, ça faisait déjà 20. Tu sais, moi qui consommais beaucoup de podcasts jeux vidéo dans mon adolescence, justement, je me suis fait spoiler la fin de FF7, je me suis fait spoiler la fin de Silent Hill 2, etc. Je sais qui est Pyramid Head, je sais, voilà, etc. Après, heureusement, c'est des chefs-d'œuvre, et le jeu
vidéo a une sorte de côté performatif parce que c'est aussi pour jouer qu'on y va, pas forcément pour l'intrigue. Mais il y a quand même aussi un problème, c'est que chaque génération chasse une autre, entre guillemets, et chaque génération a ses chefs-d'œuvre. Et le fait est que quand tu veux te faire une culture sur le passé et que tu veux par exemple découvrir Psychose aujourd'hui et t'es forcément au courant du twist ou peut-être pas, donc on va pas dire, mais tu vois, tu découvres le film et tu dis forcément que tu le verras jamais de la même façon que les gens qui l'ont vécu à l'époque, parce que t'as vécu ta génération de tes parents qui, en diluant ces chefs-d'œuvre dans la culture pop, ont rendu le truc, voilà, comme tu dis, on fait une Amy Dunn, tu vois, c'est quasiment devenu un mème aujourd'hui. Et en un sens, quand tu découvres justement le film aujourd'hui, tu sais très bien, enfin, ton attente est déjà préécrite, précalculée, parce que t'as une culture pop entière qui a amalgamé le truc. Je veux dire, peut-être qu'il y a des gens qui, à une époque, quand ils ont découvert Killing Joke, croyaient vraiment que Batman avait flingué le Joker parce qu'ils l'ont lu au présent, tu vois, et ça n'avait pas forcément pour Oracle et compagnie. Aujourd'hui, quand tu tombes sur le bouquin, tu sais très bien qu'on va te raconter une histoire psychologique où Batman et le Joker sont deux faces d'une même pièce et compagnie. Du coup, tu l'abordes très différemment, et c'est un peu... mais ça, on peut pas l'en empêcher, tu vois, c'est les générations qui se renouvellent, la culture qui passe de main en main, et son héritage qui comme dirait Alan Moore, qui transforme le réel et la façon dont on voit les choses. Donc, pareil, Barbara Gordon qui devient handicapée, enfin qui se fait briser le truc à l'époque, spoiler bien sûr, quand Killing Joke sort, tu peux pas en parler, c'est le gros choc machin. Aujourd'hui, c'est comme... Ouais. Quand tu dis Killing Joke, tu fais ouais, c'est le truc où Joker il brutalise Barbara. Donc du coup, en conclusion de ce podcast ouverture, qu'est-ce qu'on fait du coup ? Bah, on change rien. on fait dans l'immobilisme. Je connais de plus en plus de gens sur Twitter, et j'en passe notamment Mélodie, qui a décidé de parler des films sur Twitter en lançant un sondage. Dites-moi quand est-ce que vous êtes prêts à ce que j'aborde le film en utilisant les balises spoilers. C'est pas bête. Et en fait, dès lors que le résultat bascule du non au oui, elle commence à en parler. Et je trouve que c'est une idée intéressante parce que du coup, ça veut dire que ça devient démocratique. Le spoiler devient un outil démocratique, c'est-à-dire que les gens sont en accord pour parler plus en détail du film. Alors après, il y a tous ceux qui vont dire bah oui, mais ça veut dire que s'il y a 30% de non, les 30% ils se foutent les spoilers au cul. Bah, en l'occurrence, après, il y a toutes les armes qui sont masquer les mots-clés, masquer le compte de Mélodie le temps qu'elle fasse son trade pour ensuite la démuter. Je pense que maintenant, on est dans une ère où on va passer plus de temps à vouloir se préserver des spoilers qu'à les créer. Ouais, mais c'est marrant, j'aurais dit l'inverse. Moi, j'aurais dit l'inverse. Je vois plus de gens passer leur temps à dire je vais mute, je vais faire ceci, je vais me préserver. Parce que c'est notre génération à nous, tu vois. Peut-être que c'est dans ta bulle, dans ta bulle de réseaux sociaux où les gens sont relativement un petit peu d'accord avec toi et donc participent à ce même chose. Et particulièrement la tienne, parce que c'est une bulle de cinéphiles, de gens qui respectent vraiment l'art filmé, etc. Mais il y a plein de gens qui... certainement pas. Je peux te dire que le film Twitter, quand c'est à Cannes, je m'étais fait je me fais chaque année spoiler tous les films de Cannes. Bon, ils sont pas toujours bienveillants alors. Donc genre Libération qui avait... Justement, parce que c'est un spoiler ou pas, la fameuse scène du baiser dans Drive, eux la décrivaient limite plan par plan et j'étais en mode mais putain les gars, j'aurais voulu découvrir la portée justement de cette scène au cinéma. Oui. C'est ce que je veux dire. Bien sûr. Mais après, moi je pense que les générations se renouvellent et puis justement on le voit avec les chiffres. Pour une news spoiler, tu vas avoir 5 commentaires qui vont être très désagréables, très désobligeants et qui vont après essayer de remettre des gens dans les commentaires pour fédérer un petit mouvement de révolte. Ceux qui entendent ce podcast et qui sont dans ces catégories, on vous salue. Ça les mecs, merci de nous avoir cassé les couilles. Mais la vérité, c'est que en vrai, justement, il y a tellement peu de sites qui font cet effort d'être précautionneux, tellement peu de gens sur les réseaux qui font cet effort d'être précautionneux que moi j'ai l'impression que d'année en année on accepte de plus en plus facilement le contrat. Et pour le coup, The Mandalorian est un bon exemple. Game of Thrones, tout le monde gueulait sur les spoilers. Bob gueulait, je gueulais, Brice gueulait, etc. Enfin, des gens que vous connaissez pas, mais voilà, c'est des exemples assez établis justement d'une génération qui est un peu la nôtre entre 30 et 40 ans, enfin entre 25 et 40 ans. Mais j'ai l'impression que pour Mandalorian, ça va pas tellement gueuler en fait. Des gens ont dit, quand Première a fait son article, que veut dire le twist de fin de Mandalorian, des gens ont dit gros, enfin ça sort dans 6 mois, respecte-moi un peu. Mais après sur tout le reste de la saison, tout le monde justement par effet cliquer en fait, tu vois, entre guillemets, il y avait le côté. Je pense que le décalage de sortie s'est dit. Je pense qu'il y a peut-être une résignation de la part du reste du monde face aux États-Unis et au Canada et aux Pays-Bas de se dire bon ok, nous on l'a dans 7 mois. Bon, nous n'y est pour rien en fait. Voilà, techniquement le public n'y est pour rien si on n'a pas le contenu en même temps que les États-Unis. Donc à un moment donné, c'est normal de vouloir voir un contenu qui nous intéresse. Je dis pas ça pour justifier. Voilà, il y a des films, ça fait des années que je les attends en France. Je pense que je vais encore me torcher très longtemps avant de les voir, quoi. Mais faut se dire qu'à l'époque, quand il n'y avait pas Internet et que les films sortaient 6 mois en avance aux États-Unis,
jusqu'en France, et ben voilà, il y avait pas de problème. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux surtout. Oui, non, mais il y avait pas Ouais. ce problème là. Donc oui, effectivement. Mais ouais. Bon, après, moi, on m'a déjà gâché des films dans la cour de... Enfin, c'est une vraie histoire. Dans la cour de récré, on m'a déjà gâché des films. Tu vois, on m'a déjà gâché la fin de film et compagnie. Sixième Sens, je le savais avant C'est ça, d'avoir le film. t'as Dark Origin Story, oui, mais moi aussi, Sixième Sens. Non, c'est pas Dark Origin Story. C'est juste moi, j'étais en mode genre, alors, qu'est-ce qui se passe et tout. Et ils font, mais ça te dérange pas parce que je vais te le dire quand même. Je fais, ouais, vas-y, je veux savoir et tout. Ça m'excitait, tu vois, parce que je le pense sincèrement. Derrière la façade de putain, il m'a gâché telle scène et compagnie, parce que c'est vrai que c'est chiant, hein, ça nous est arrivé à tous. Moi, régulièrement, quand Océane rentre de projet presse et me dit le film là, c'est de la merde et tout, je lui ai demandé de me raconter Star Wars 9 parce que justement, je voulais savoir. Peut-être par panurgisme, comme dirait David, Basal Mode, actionnaire. Écoutez, ce podcast, c'est très bien. Mais voilà, j'ai aussi envie parfois de me faire gâcher le truc parce que j'ai envie de participer au mouvement de groupe, etc., sans forcément m'impliquer émotionnellement dans une œuvre, tu vois. Et pour le coup, The Mandalorian, j'ai plus l'impression que c'était une sorte de mouvement de célébration. Même si le film a reçu beaucoup de la série a reçu beaucoup de critiques, comme tu disais, il y avait un côté genre c'est un petit événement qu'on vit ensemble, tu vois, donc on se tire tous vers le haut, on se met dans la main, ça crée des fanarts, voilà, des vidéos. tu vois. Je trouve ça super drôle, genre Twitter qui était en face sur un truc positif. C'est tellement rare en fait, ça fait des gens disaient que c'était pareil depuis Baby Groot, mais c'est un peu ça en fait. C'est tellement rare Le mignon qui marche sur internet, c'est un truc de mais ouf. c'est ça, c'est le mignon qui réunit, j'ai envie de dire encore heureux. Je le dis, même Watchmen, ça, enfin tout le monde a spoilé comme des cochons, mais la plupart des gens justement étaient contents de voir une bonne série intelligemment foutue et compagnie, et puis ça a relancé The Leftovers en débat et compagnie, tu vois. Donc il y a ce côté un peu aussi feu de camp, tu vois, que tu te fais, et limite si t'as un mec qui passe derrière ton feu de camp avec tes potes qui te dit gros, vous parlez fort, je vous entends tout, etc., tu lui fais un gros doigt et tu lui dis c'est bon, casse-toi. Donc la culture spoiler a un mal nécessaire, j'ai envie de dire. Mais c'est quelque part. Oui, mais comme on l'a dit, en plus ça fait vivre des gens, hein. C'est pour trouver une formule bateau pour conclure le podcast. Ça peut, à mon sens, aiguiser l'esprit critique, c'est-à-dire parfois tu peux voir un film, t'es débarrassé de tout ce qui est spoiler, donc tu te concentres plus. Tu te débarrasses de l'affect pour te concentrer. Après, moi maintenant c'est ça mon approche, c'est je me dis je vais voir un film, je sais que c'est de la merde, donc je me spoil. Comme ça, les éléments de surprise s'est passé, je me concentre davantage sur la manière dont justement les spoils sont amenés dans le scénario, la mise en scène, les personnages. En fait, pour moi, c'est vraiment l'appréciation de chacun. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que je voulais dire plutôt pour conclure. C'est que dans le podcast, on a certainement dit tout et son contraire, parce que c'est un sujet tellement bicéphale et tellement au cas par cas par rapport à ce que tu attends d'une œuvre, ce que tu veux savoir d'une œuvre, etc., qu'en fait, ça dépend vraiment à chaque fois de la situation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tant que journaliste, évidemment, notre but, c'est pas de gâcher les surprises des gens, mais qu'il y a quand même des limites à observer, parce que sinon on peut pas faire notre métier. Et que moi justement, si on devait prendre une résolution de début d'année pour à la fin de ce podcast, ce serait justement pour les critiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire une critique spoiler free. Après, c'est ce qu'on fait déjà en podcast quelque part, mais et après de revenir sur les éléments qui vraiment précisément on a envie de développer ou de déployer dans des papiers qui justement sont là pour les gens qui ont envie d'en parler, et limite de créer une sorte de petite de petit espace comme ce qu'on a, un espace commentaire pour ceux qui l'ont vu, et qui justement de dire ça c'est un endroit sûr, c'est une safe place où vous pouvez parler du film si vous l'avez vu entre vous, etc. Parce que c'est vrai que dans les critiques qu'on fait généralement, justement, les gens qui commentent vont commenter avec le fameux balise spoiler, mais en vrai c'est pas un truc qui masque vraiment, etc., tu vois. Donc ce serait plus ça que j'aurais envie de pousser personnellement, de créer des espaces pour ceux qui ont vu et n'ont pas envie de se faire chier à attendre 3 ans que tout le monde l'ait bien vu pour en parler. C'est ça, voilà. Donc de toute façon, c'est toute une question d'ajustement, de petits... c'est ça, d'ajustement, en fait, tout simplement, parce que c'est, comme tu l'as très bien dit, un sujet qui n'est pas complètement manichéen. Je veux dire, il n'y a pas juste un côté spoiler et l'autre non-spoiler. C'est à l'appréciation de tous. Mais de toute façon, nous, on essaiera de continuer à vous faire effectivement de l'information en ménageant les effets de Et du coup, on va vous raconter Wonder Woman 84 maintenant. Ouais, c'est allez. Ce serait une très belle façon. Voilà, c'est un film qui va être nul. Voilà, spoiler. Non, mais ça j'ai très peur, franchement, j'ai méga peur. On a tous un petit peu peur, mais on aura l'occasion d'y revenir cet été sur Wonder Woman. En tout cas, merci Océane de ta présence. Merci pour l'invitation. Merci Corentin de ta présence également. De rien. Ça me fait plaisir. Pas envie de te remercier en vrai, mais voilà. Pour une fois que tu me remercies, je suis content. Ouais, pour une fois. Oui, c'est vrai, mais parce que faut se rappeler que parfois c'est pas acquis que tu sois forcément toujours là. Tu vois, les acquis, ça se défend un petit peu. Oui, c'est beau. Putain, t'as vu ça, balèze. C'est pas genre manifestation et tout. C'est ça. Ouf. Hashtag Arnaud Gaucho. Moi, j'attends encore le podcast Arnaud tout seul où tu parles tout seul dans un micro pendant 2 heures. Mais moi, je compte le faire. Tu l'avais promis. Mais en fait, moi, ce que je veux faire, c'est un podcast où je lis des livres nuls, mais oui, on en avait parlé de ça aussi. Parce qu'il y a un bouquin sur Amazon qui s'appelle L'homme qui tuait des femmes avec sa bite.
Ça, c'est un vrai truc. Et Pour donc- vos oreilles. Et C'est un donc- vrai truc. Ouais, c'est un vrai délire, et je sais pas de quoi ça parle, mais si quelqu'un veut m'offrir la version Kindle, envoyez-moi un DM sur Twitter. Déjà, mange ton slip, après on peut discuter. Et par contre, vraiment, si quelqu'un, j'ai toujours dit, si quelqu'un m'offre ce bouquin, je m'engage à faire un livre audio, à le lire, voilà, en podcast. Nu. Non, pas Un nu. audiobook. Voilà, de faire Arnaud Audiobook. Oh, Arnaud Dubouk. nouvelle marque. Excellent. Bref, Arnaud merci de nous avoir écoutés pour ce 7e numéro de The Pulse, le podcast, pas le podcast. Le podcast, podcast. c'est autre chose. Je ne Le sais pas. Punisher, le podcast. Je ne sais pas ce que Le c'est. Wolverine. Le podcast dédié au journalisme culturel. Voilà, vous avez vu, les spoilers, c'est un sujet vaste et divers et varié, mais qui vous parle certainement à vous, d'autant plus si vous nous écoutez. Donc, on attend toujours vos réactions et commentaires sur le sujet. Bien entendu, mais également sur l'émission. On espère que ça vous plaît. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petites notes sympas sur les plateformes où nous sommes hébergés, sur Spotify et Apple. Voilà, Spotify. Non, j'ai dit Spotify, je vais mettre des ou partout Voilà. en fait. Tu vois, Tu peux dire iTunes. iTunes, voilà, ouais, iTunes. pas mal. Bref, et de nous partager surtout, bien entendu, les relais sur les réseaux, justement sur les réseaux sociaux des podcasts et dans la vraie vie, et en parlez-en, tout ça, c'est hyper important pour Spoilez faire pas le vivre. contenu de ce podcast. Ouais, attention. ne spoil- Hé, habile. Mais voilà, partagez-nous si ça vous plaît. On a bien entendu vos retours sur l'émission. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Bref, je tourne en Oui, rond bah et voilà. donc ce sera la fin de ce podcast. Merci. On se retrouve très bientôt pour le prochain numéro. Salut. Salut. Salut.